Bon, bonjour à tous. Du coup, c'est parti. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est la suite de ce qu'on avait vu ensemble. Et du coup, cette deuxième partie du cours, elle concerne, du point de vue fondamental, elle va concerner ce qu'on va appeler les équilibres hétérogènes des corps purs. Donc, nous, on va rester en corps purs. On abordera des choses un petit peu plus compliquées quand on fera les humides. Et donc, pour là, on va vraiment attaquer ce qu'on appelle des modèles, pas des modèles, des milieux diphasiques, c'est-à-dire des milieux dans lesquels vous n'avez pas qu'une seule phase. Jusqu'à maintenant, on a travaillé uniquement avec des gaz. Là, on va un petit peu augmenter la complexité et en même temps élargir aussi la plage de systèmes qui sont concernés par ça. Donc la décomposition du cours, l'idée c'est que je vais déjà passer sur une chose, sur un aspect un peu fondamental. Donc je vais vous parler des équilibres hétérogènes des corps purs, parce que c'est ce qui va nous intéresser dans la suite immédiate du cours. Et puis du coup ça c'est les aspects fondamentaux. Donc si vous voulez une analogie, c'est ce qui correspond aux explications qu'on avait vues sur le gaz parfait. C'est-à-dire que du point de vue fondamental, je vous avais parlé essentiellement du gaz parfait, parce que c'était ce qui nous concernait en termes d'application. Et là, on va partir sur donc ce qu'on appelle les équilibres hétérogènes des corps purs. Donc vous allez voir, c'est pas très très compliqué. En gros, c'est un corps pur qui est à la fois présent sous forme de liquide et de vapeur, en gros, parce que c'est ces phénomènes physiques-là qui vont être au cœur des machines qu'on va voir dans la suite. Et donc du coup, le cours d'aujourd'hui, il est décomposé en deux. Il y a une partie qui est une partie fondamentale où je parle de ces équilibres-là, et ensuite je vais vous montrer des illustrations pratiques sur la première technologie de machine qu'on va étudier ensemble et qui se base sur ce type de phénomènes physiques qui sont en gros les turbines à vapeur. Donc je vais vous montrer rapidement comment est-ce que fonctionne une turbine à vapeur. Je ne rentrerai pas dans les détails de fonctionnement des centrales nucléaires ou de ce genre de choses, dans tous les détails, déjà parce que je ne les connais pas tous loin de là, et puis parce que l'idée c'est plutôt de se focaliser sur les points communs, c'est-à-dire comment est-ce qu'un cycle à vapeur peut être utilisé, mais dans bien d'autres choses que du nucléaire, parce qu'on peut aussi l'utiliser pour du solaire, pour de la cogénération, il y a plein d'applications différentes qui peuvent être faites avec ça. D'accord? Donc je vais commencer ma partie fondamentale par un rappel sur quelques points de vocabulaire qu'il faudra bien garder en tête par la suite, parce que on va manipuler ça en permanence et il faut que ce soit très clair dès maintenant. Lorsque je parle de phase, une phase, ça se définit de façon assez simple. C'est du point de vue macroscopique une quantité de matière, donc macroscopique, c'est-à-dire qu'on peut voir à l'œil nu et puis qui du coup contient énormément de particules, qui est homogène macroscopiquement. C'est-à-dire que si dans cette phase-là, vous n'avez visiblement, si dans cette quantité de matière-là, vous ne voyez apparaître qu'une forme de matière, parce que vous avez que du liquide, que du gaz ou ce genre de choses, vous n'avez une seule température, une seule pression et surtout une seule densité, alors vous avez une phase. D'accord? Donc la définition n'est pas foncièrement compliquée, c'est quelque chose qu'on peut ressentir assez facilement. C'est une quantité macroscopique homogène de matière. En gros, c'est ça. Et cette homogénéité, on a déjà vu qu'elle pouvait être sous forme gazeuse. Je vous avais déjà un petit peu parlé du liquide, un tout petit peu, mais je n'étais pas encore rentré dans les détails. Donc là, on va vraiment revenir sur les liens entre ces phases liquides et ces phases gazeuses. Et puis évidemment, il y a la phase solide qui nous intéressera un peu moins, mais on va quand même être obligé d'en parler un petit peu. Nous, ce qu'on va voir dans la suite, c'est qu'on peut avoir plusieurs phases d'un même corps. Donc c'est pour ça que je parle de corps pur. D'accord? Donc nous, ce qu'on va considérer, en tout cas du point de vue applicatif, aujourd'hui on va parler beaucoup de vapeur d'eau, le prochain TD on va parler beaucoup de vapeur d'eau. À partir des cours suivants, je vais commencer à vous parler de machines frigorifiques et de pompes à chaleur. Donc ça sera toujours des corps purs, mais ça sera plus de la vapeur d'eau. Maintenant, on va s'intéresser à des produits chimiques un petit peu plus compliqués. On verra des hydrocarbures, on verra du CO2, on verra des formes chimiques encore plus complexes en fonction des machines. Mais dans tous les cas, ça sera des corps purs parce qu'ils seront tout seuls dans leur phase. Ça ne sera pas un mélange de différents corps. Et il existe effectivement, on peut encore complexifier un tout petit peu les choses en disant qu'on peut avoir plusieurs corps qui sont mélangés, chacun de ces corps pouvant être dans plusieurs phases. Donc là, on est sur des équilibres hétérogènes de substances ou de mélanges. Ça, on n'aura pas le temps de faire. C'est complètement hors projet, hors sujet par rapport à au programme de cette année. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait. En gros, c'est quand on commence à aborder les problèmes de distillation, ce genre de choses. Donc ça, c'est une des applications pratiques. Voilà, vous voulez distiller, vous voulez séparer l'alcool de l'eau, eh ben, on se retrouve avec de l'alcool, donc de l'éthanol, de l'eau, qui sont tous les deux à la fois en phase liquide et en phase vapeur. Et en fait, dans la phase vapeur, bah, vous avez à la fois de l'eau et de l'alcool. Et puis dans le liquide, vous avez de l'eau et de l'alcool, mais pas dans les mêmes concentrations. Donc là, on est sur des choses un petit peu plus compliquées que nous, on ne traitera pas, parce que c'est pas l'objectif. J'aimerais bien qu'on puisse développer ce genre de truc, mais c'est pas du tout dans la thématique. Donc on va laisser ça de côté. Donc on ne fera pas d'équilibre hétérogène de substances. On le verra un tout petit peu quand on fera l'air humide.
Parce que quand on va faire de l'air humide, automatiquement, on va avoir un mélange de deux gaz. Et donc, l'air sec, je reviendrai dessus, je ne vais pas spoiler maintenant, on verra plus tard. L'air sec et la vapeur d'eau. Et il se trouve que la vapeur d'eau, elle sera en équilibre avec sa propre phase liquide. Donc, on sera dans une situation qui va ressembler à ça, mais ça sera le plus complexe qu'on verra, nous, dans le cadre de ce cours. Sinon, ça sera uniquement un corps pur, c'est-à-dire une seule composition chimique, mais qui potentiellement peut être dans un état où ce corps-là est à la fois sous forme liquide et sous forme vapeur. Et puis enfin, il existe un cas particulier, un cas très particulier qui correspond à tous les corps purs, sauf un, pour une raison assez compliquée, là il faudrait demander aux physiciens, l'hélium est le seul corps qui n'est pas concerné par ça, mais tous les autres corps ont ce qu'on appelle un état triple, c'est-à-dire un état de coexistence dans lequel vous avez à la fois du solide, du liquide et de la vapeur. Donc ça c'est assez difficile à obtenir, expérimentalement c'est très compliqué. Donc je vous ai préparé une petite animation pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Alors je suis en train de nager entre les trucs, voilà. Voilà, donc là vous avez un exemple de ce que c'est qu'un point triple. Donc là en l'occurrence c'est du cycloéthane, donc c'est un hydrocarbure. Pourquoi cet hydrocarbure-là? Parce que son point triple est assez facile à obtenir. Et donc ce que vous pouvez voir sur cette animation, c'est que ce corps-là, qui est un corps pur, il est tout seul dans son bocal, là, il bout et il gèle en même temps. C'est-à-dire qu'en permanence, là, vous avez par exemple, là, voilà, il est en train de bouillir, là, il se met à geler, donc il cristallise, et puis une fois qu'il a cristallisé, il se met à bouillir, et du coup, vous avez les deux coexistences, vous avez les coexistences de ces trois phases, et du coup, vous avez deux changements de phase sur lesquels je vais revenir après, qui ont lieu en même temps. Votre corps, il bout et il gèle en même temps. C'est un peu bizarre, ça nous paraît très très étrange parce qu'il y a très peu de corps qui disposent de points triples qui sont facilement accessibles. Je vous montrerai tout à l'heure le point triple de l'eau, il est très difficile pour l'eau, il est très difficile à obtenir expérimentalement, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Mais tous les corps ont ce point triple là. Et en dehors du côté un petit peu rigolo de cet exemple-là, ce qui compte surtout, c'est que le point triple, il va nous servir de point de référence pour les diagrammes de phase qu'on verra par la suite. Si je veux revenir maintenant sur pourquoi est-ce qu'on a ces différences de phase entre différents éléments, donc vous avez n'importe quel corps, de l'eau ou n'importe quel type de corps chimique, et puis ce corps chimique peut être soit sous forme de liquide, soit sous forme de vapeur. Alors pourquoi? L'état gazeux. Donc je vais revenir juste après sur la distinction. C'est aujourd'hui que vous allez découvrir la distinction entre gaz et vapeur, parce que jusqu'à maintenant ça avait été utilisé de façon parfaitement équivalente. On supposait que gaz et vapeur étaient deux synonymes, ce qui n'est pas le cas. En fait, c'est rigoureusement, il y a une nuance entre les deux. Nous, ce qu'on sait d'un état gazeux, c'est que c'est un état à faible densité. Donc j'ai déjà expliqué ça lorsque j'ai parlé du gaz parfait, je ne vais pas revenir dessus. Vous vous retrouvez avec une matière qui est très peu dense, avec beaucoup d'espace entre les molécules, donc une grande distance moyenne entre ces molécules, et donc peu d'interactions à distance. Parce qu'en fait, elles sont en moyenne beaucoup trop longues, beaucoup trop distantes les unes des autres. La distance est beaucoup trop longue entre elles en moyenne pour que vous puissiez avoir des interactions à distance fortes. Par exemple, de type électrique. C'est la première qui vient à l'esprit, mais c'est typiquement ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que un gaz, et ça c'est important en gaz et vapeur, je vous expliquerai encore une fois après la nuance, est caractérisé à l'échelle microscopique par une grande énergie interne. Donc ça, on en avait déjà parlé aussi. Vous vous retrouvez avec des molécules qui se déplacent à très grande vitesse les unes par rapport aux autres. Et du coup, elles disposent de beaucoup d'énergie cinétique. Et du coup, cette énergie interne qui est contenue dans la matière, elle est essentiellement due à cette énergie cinétique. Et en fait, il y a un couplage entre cette énergie cinétique importante et cette absence d'interaction à distance. Parce que non seulement les molécules vont très très vite les unes par rapport aux autres, mais en plus, elles disposent d'énormément d'énergie quand elles s'entrechoquent. Donc elles sont très difficiles à attraper les unes aux autres. Voilà, imaginez que vous essayez de choper quelqu'un qui se déplace lentement, vous le chopez par le bras, ça va aller un peu vite, relativement vite. Par contre, si vous avez quelqu'un qui court très très vite et que vous essayez de le bloquer, bah, ça va être beaucoup plus difficile d'arriver à le bloquer. Et bien les molécules, c'est un petit peu ça. Comme elles sont très peu denses dans leur milieu, qu'elles se déplacent à très grande vitesse les unes par rapport aux autres, qu'elles disposent d'une forte énergie cinétique, ben en fait, il ne peut pas y avoir vraiment d'interaction à distance, tout simplement parce que quand elles s'entrechoquent, elles disposent de beaucoup d'énergie et du coup elles rebondissent. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on se débrouille, soit pour diminuer l'énergie cinétique de ces molécules, c'est-à-dire qu'on arrive à les ralentir. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où elles ralentissent? Ou alors qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on diminue le volume à l'intérieur duquel elles sont enfermées? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que si elles ralentissent, si on arrive à diminuer leur énergie cinétique, eh bien, en fait, les interactions à distance vont commencer à devenir de plus en plus importantes. Donc là, vous essayez d'attraper quelqu'un qui court de moins en moins vite. Et s'il court de moins en moins vite, ça sera de beaucoup plus facile d'arriver à l'attraper et arriver à le bloquer. Parce qu'en fait, il va porter beaucoup moins d'énergie cinétique. Et donc, au fur et à mesure que vous arrivez à ralentir ces molécules-là, elles vont disposer de beaucoup moins d'énergie cinétique. Et du coup, là, les interactions à distance vont commencer à pouvoir devenir importantes. Elles vont commencer à pouvoir accrocher les molécules. Et là, vous allez obtenir ce qu'on appelle un phénomène de coalescence.
Et du coup, c'est la raison physique pour laquelle, et je vais revenir dessus après de façon un peu plus en détail, c'est la raison pour laquelle, quand vous avez un gaz et que vous le refroidissez, d'accord? Donc refroidir, maintenant vous savez, la température, c'est lié globalement à l'agitation moyenne des molécules. Eh bien, si vous ralentissez ces molécules en refroidissant le gaz, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, les interactions à distance, elles vont commencer à pouvoir prendre de l'importance, elles vont commencer à pouvoir gagner sur l'énergie cinétique, et là, vous commencez à avoir de la coalescence qui va apparaître. Et du coup, la coalescence, c'est quand vous avez différentes molécules qui vont commencer à se regrouper les unes aux autres, et là, vous allez avoir une apparition de phase liquide. Et c'est pour ça que quand on diminue la température d'un gaz, on finit par le liquéfier. On finit par le condenser sous forme de liquide, tout simplement parce qu'en ralentissant, ben, les interactions à distance, elles commencent à gagner en fait sur l'énergie cinétique. En gros, c'est ça. Et puis il y a une autre possibilité pour arriver à faire ces molécules se coalescer les unes aux autres, c'est de diminuer le volume. Donc là, vous imaginez votre gaz, il est dilué, donc ça veut dire qu'il est dans un état de pression standard, d'accord? Donc on avait vu, vous vous souvenez de l'ordre de grandeur, je vous l'avais déjà répété plusieurs fois, de l'air à pression et température standard, chaque molécule est en moyenne comme une balle de ping-pong dans une cabine de douche, donc avec beaucoup de place. Et bien maintenant, vous imaginez que vous allez diminuer progressivement le volume, et ça sera plus une cabine de douche, ça va être une demi-cabine de douche, et puis un quart de cabine de douche, et puis après vous allez vous retrouver avec une bouteille d'1,5 litre, vous allez diminuer au fur et à mesure, et au fur et à mesure que vous diminuez, eh bien ce qui se passe, c'est que chaque molécule va se retrouver dans un espace de plus en plus petit, donc automatiquement, elle va se retrouver de plus en plus à proximité des molécules environnantes. Et à un moment donné, elles vont se retrouver tellement près que ce qui va se passer, c'est que les interactions à distance vont se remettre à gagner. Et là, vous allez coalescer. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous arrivez aussi à diminuer le volume d'un gaz, même si vous maintenez sa température constante, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez arriver à le liquéfier aussi. D'accord? Et en fait, ces deux exemples-là, ce n'est pas les seuls exemples, mais c'est les deux exemples ça correspond à des changements de phase. C'est-à-dire que c'est un phénomène dans lequel vous allez avoir une quantité macroscopique de gaz, par exemple, que vous allez progressivement transformer sous forme de liquide. Alors j'insiste beaucoup sur le progressivement parce que vous pouvez pas, ça ne peut pas être instantané, ça ne peut être que progressif. Tout ça, c'est relié à des paramètres d'état, des pressions, des températures, des volumes, des choses comme ça. Donc je vais vous montrer juste un exemple. Attention, là je sors la haute technologie. Là, vous moquez pas, ça rigole pas du tout. Regardez un peu. Là, normalement, vous faites faire waouh! Ouais, c'est balèze, hein. J'ai même piqué les crayons de couleur de ma fille, hein, vous imaginez un peu. Non, je voulais faire des schémas et j'ai pas trouvé les schémas qui allaient bien, donc du coup, j'ai fait ça. Donc, au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez un volume de liquide qui est enfermé dans un petit volume avec un piston. Donc, c'est purement du liquide. Vous imaginez, vous faites ça avec de l'eau. Ça peut se faire, hein. Faut un peu tabasser, mais ça peut se faire. Vous mettez votre liquide là-dedans, et ce qui se passe ensuite, c'est que vous allez tirer le piston vers le haut progressivement. Donc vous augmentez le volume. Et en fait, en augmentant le volume, eh bien en fait, vous forcez les molécules à pouvoir disposer de plus en plus de volume les unes par rapport aux autres. Donc en fait, vous allez forcer le fait qu'elles vont pouvoir se séparer les unes des autres. Et comme vous ne pouvez pas obtenir cette modification-là pour toutes les molécules en même temps, parce que physiquement ça ne va pas être possible, eh bien ce qui se passe, c'est que vous allez créer en fait un équilibre hétérogène, donc c'est ce qui correspond à la deuxième situation. La deuxième situation ici, quand vous augmentez le volume, eh bien vous vous retrouvez avec une fraction qui est toujours sous forme de liquide, puis vous allez commencer à vaporiser. Et vous allez avoir l'interface entre les deux qu'on appelle une surface libre. Donc la surface libre, c'est l'interface que vous avez entre deux phases, là en l'occurrence entre du liquide et de la vapeur. Donc généralement on la voit bien, c'est une phase qui est assez facilement identifiable, hein. Regardez un verre ou n'importe quel bocal, vous voyez très bien quand ça contient du liquide, vous voyez la surface libre qui sépare du coup ces deux phases. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va voir apparaître en fait cette surface libre au fur et à mesure qu'on va augmenter le volume. Mais on peut très bien faire cette manipulation-là à température constante. D'accord? Donc là, on ne joue pas sur l'agitation moyenne. L'agitation moyenne, globalement, elle est la même. Par contre, on donne la possibilité aux molécules de disposer en moyenne d'un volume plus grand. Et automatiquement, comme on les écarte, ce qui va se passer, c'est que les interactions en distance vont faire ah, attends, reviens, reviens. Mais en fait, elles ne pourront pas parce que ça va s'éloigner. Et donc, au fur et à mesure, vous allez avoir une phase vapeur qui va apparaître. Et si vous continuez ce processus-là et que vous poussez encore votre piston vers le haut, vous pouvez vous retrouver avec entièrement de la vapeur. C'est-à-dire que si vous tirez suffisamment, vous allez pouvoir vous retrouver à vaporiser entièrement votre quantité de liquide sans lui apporter de chaleur. J'insiste là-dessus. Enfin, sans lui apporter de chaleur. C'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, à température constante. D'accord? Donc c'est vraiment, vous travaillez à température constante, vous allez essentiellement échanger du travail avec cette quantité de matière, et en échangeant du travail, vous allez pouvoir vous retrouver à la vaporiser. Le fait est que ce phénomène-là, en mécanique des fluides, on appelle ça de la cavitation. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. La cavitation, c'est quand vous arrivez à trouver un phénomène physique qui fait que vous diminuez la pression dans un liquide suffisamment pour atteindre le point où en fait vous allez forcer les molécules
quelque part, à se séparer les unes des autres et à se mettre sous forme de vapeur. Alors là, je l'ai représenté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué sur le volume, mais vous imaginez bien, c'est donc la situation au-dessus, ici, que si je m'amuse à changer le volume, automatiquement, je vais changer la pression en conséquence, hein, forcément, ça va suivre. Donc au fur et à mesure que je vais augmenter le volume, je vais aussi diminuer la pression à l'intérieur. Je vais créer un vide partiel, en quelque sorte. Eh bien, vous pouvez arriver à vaporiser, vous pouvez arriver à changer de phase vos substances sans nécessairement apporter de la chaleur. Donc c'est là que je voudrais insister dessus parce que on a notre expérience de la vie courante qui fait que quand on veut faire bouillir de l'eau, ben, en règle générale on la met sur une flamme ou on la met sur un truc chaud et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir un phénomène d'ébullition, donc un phénomène de changement de phase de l'eau liquide vers l'eau vapeur, mais il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire de façon mécanique. Et on verra que c'est important parce que quand on fera de l'air humide, eh ben, on verra un certain nombre de transformations où en fait on arrive à liquéfier ou à humidifier donc ce qu'on appelle déshumidifier de l'air, c'est-à-dire extraire de la vapeur d'eau pour en faire du liquide, ou humidifier au contraire, injecter du liquide pour en faire de la vapeur. Et ça, on peut le faire sans apport de chaleur. Ça peut se faire de façon purement mécanique. Alors qu'est-ce qui peut se passer dans le deuxième cas? Là, on imagine que ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé l'allocation en fait de volume aux différentes molécules. Eh bien, on peut faire la même chose, mais avec l'agitation moyenne. Donc là, c'est ce qui correspond à ma deuxième situation en bas. Donc là, j'ai un liquide qui est enfermé à ras-bord dans un bocal avec un volume constant. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter sa température progressivement en lui apportant de la chaleur. Parce que là, vous voyez bien que le volume il est constant. Donc, si le volume est constant, il n'y a pas d'échange de travail. Il ne peut y avoir qu'un échange de chaleur. Et en apportant de la chaleur, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les molécules vont se mettre à s'agiter de plus en plus souvent. Et du coup, vous allez leur apporter de l'énergie cinétique. Et à un moment donné, cette énergie cinétique, elle va surpasser l'interaction à distance qu'il y a entre les molécules d'un liquide. Et du coup, hop, vous allez les séparer. Et vous allez commencer à vaporiser. D'accord? Et du coup, vous pouvez vous retrouver depuis quelque chose qui est 100% liquide à une phase vapeur qui commence à apparaître. Alors là, je l'ai fait apparaître de façon représentation thermodynamique à l'équilibre. Mais en pratique, évidemment, ce qui va se passer, c'est que à l'endroit où ça sera le plus chaud, vous allez avoir un apport de chaleur, donc vous allez avoir des mouvements de convection parce que vous allez changer automatiquement la masse volumique de votre liquide. En gros, le liquide en chauffant va devenir plus léger, il va monter, il va céder sa place à du liquide plus froid. Et donc vous allez créer ce qu'on appelle des courants de convection naturelle. Et puis quand vous allez passer à un certain niveau de température, là vous allez avoir des bulles qui vont apparaître. Donc là, l'énergie qui est apportée, du point de vue macroscopique, elle doit non seulement créer la vaporisation, mais elle doit aussi arriver à vaincre ce qu'on appelle la tension de surface, c'est-à-dire la force qui fait que les fluides ont tendance à vouloir minimiser leur surface libre, tout simplement parce que, faudrait que je vous explique cette histoire de tension de surface, mais en gros, vous avez les molécules, vous imaginez que c'est une espèce de foule, imaginez que vous êtes dans une foule, et puis que vous êtes tenu par des gens, et que chacun vous tient dans toutes les directions avec la même intensité. D'accord? Vous n'allez pas bouger, vous allez rester globalement à votre place. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si tous les gens qui sont devant vous vous lâchent et que les gens qui sont derrière vous continuent à vous tenir, vous allez partir en arrière. En gros, c'est ça. Et du coup, par rapport à vous en tant que molécule ou à vous en tant qu'élément, à partir du moment où il y a une dissymétrie entre qui applique une force sur vous, eh bien vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle une tension de surface. C'est-à-dire qu'en fait, ça va faire, vous représentez la surface, vous imaginez que vous avez une foule et vous êtes le premier de la foule, une manif par exemple, voilà, vous êtes en premier de la manif, vous êtes l'équivalent de la surface libre. Si chacun se tient, même sans forcément tirer fort, vous allez forcément être tiré vers l'arrière. Ça, c'est ce qui correspond à une tension de surface. Eh bien, quand on a un phénomène d'ébullition, il y a une partie de l'énergie thermique qui va servir à vaincre la tension de surface pour créer les bulles. Donc là, vous avez les bulles qui sont créées, c'est au fond de votre casserole. Les bulles, elles montent, et puis là, vous commencez à avoir un phénomène d'ébullition. Et puis ensuite, vous stoppez un peu le processus, vous obtenez un équilibre, et ça, c'est ça que j'ai dessiné. C'est la situation d'équilibre dans laquelle vous avez du liquide et de la vapeur. D'accord? Alors évidemment, ce qui va se passer là-dedans, et on pourrait faire le calcul, c'est que vous allez énormément augmenter la pression. Le faites pas, hein. Enfin, on le fait un tout petit peu quand on le fait dans une cocotte minute, je reviendrai dessus. Mais ce processus-là, ne le reproduisez pas, surtout pas avec de la vapeur, parce que là, vous allez obtenir une explosion. Vous allez tellement augmenter la pression à l'intérieur qu'il y a de très fortes chances que vous fassiez péter le système à l'intérieur duquel c'est. Mais c'est juste une expérience de pensée. Et puis, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où j'augmente encore la valeur de la température, donc j'augmente l'énergie cinétique des molécules à volume constant? Eh bien, si je continue à faire ça, automatiquement, je vais tout vaporiser. Il n'y aura plus de phase liquide, c'est-à-dire que j'aurai apporté en moyenne tellement d'énergie cinétique à mes molécules que les interactions à distance seront absolument plus capables d'arriver à les réunir les unes les autres. D'accord? Donc vous imaginez que vous essayez de parler ou de choper des gens et tout le monde est complètement dingue et tout le monde court partout à toute vitesse, vous aurez beau tendre les bras, vous n'arriverez pas à bloquer qui que ce soit. Et bien là, vous vous retrouvez avec une vapeur qui est à haute température. Évidemment, encore une fois, vous allez aussi vous retrouver avec une situation qui correspond à une haute pression. Donc si je reprends du coup la suite de mes explications, comment est-ce que je peux arriver moi à représenter ça? Eh bien je vais représenter ça avec ce qu'on appelle un diagramme de phase.
Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un diagramme de phase? C'est un diagramme qui vous permet de représenter graphiquement, en fonction, en l'occurrence, de la pression et de la température, toutes les phases qui peuvent exister pour un fluide donné, pour un corps donné. Alors attention, pour un fluide, c'est pas toujours fluide, pour un corps donné. Et alors je vous montrerai quelques exemples après, deux exemples particuliers qui sont intéressants à la fois du point de vue fondamental et puis aussi du point de vue appliqué. Je vous montrerai celui de l'eau, qui est d'une complexité terrible, et puis celui du CO2 aussi, parce qu'on reviendra dessus quand on fera un petit peu de machine frigorifique. Donc en gros, à quoi ça ressemble ici ce diagramme de phase? Ce diagramme de phase, fondamentalement, il est basé sur deux points différents, qui sont le point triple, donc c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui correspond en fait à l'état triple. D'accord? C'est le point qui se trouve ici, j'espère que vous voyez mon curseur, normalement oui. Donc là, je suis autour du point triple. Ça, c'est le point pour chaque corps, à l'exception de l'hélium, mais on va laisser de côté celui-là pour l'instant, dans lequel, donc c'est l'état qui correspond au corps qui bout et qui gèle en même temps. Et ça, c'est un point qui est fondamental parce que ce point-là ne dépend que du corps. C'est-à-dire si vous voulez chercher le point triple de l'ammoniac, de l'eau, du dioxyde de carbone, je ne sais pas, euh, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans l'univers, ça sera les mêmes conditions de pression et de température qui vous permettront d'obtenir ce point triple-là. Et puis le deuxième point important, c'est ce qu'on appelle le point critique. Donc le point critique, il se trouve ici. Voilà. Donc ça, c'est un point, c'est pareil, je vous montrerai les coordonnées pour différents corps. Le point critique, il est caractérisé par le fait que si vous dépassez la température qui correspond à ce point-là, ou si vous dépassez la pression qui correspond à ce point-là, il ne peut plus y avoir de distinction entre le liquide et la vapeur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes à des tels niveaux d'énergie que en fait, vous avez une espèce de mélange et vous n'avez plus de distinction claire entre ce qui correspond à l'énergie cinétique et à l'interaction à distance, aux interactions à distance, qui fait que vous pouvez avoir une coalescence. Ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, c'est que vous avez un équilibre qui peut être déplacé ou pas. Si vous avez plus d'énergie cinétique, vous augmentez l'énergie interne, vous allez vous retrouver avec une phase vapeur. Et puis si vous diminuez cette énergie interne, ou par exemple vous arrivez à diminuer le volume, et bien ce qui va se passer, c'est que les interactions à distance vont gagner, elles vont reprendre le pas et vous allez avoir une phase liquide qui apparaît. Et bien si vous augmentez, si vous atteignez un certain point de température, c'est-à-dire d'agitation moléculaire et de pression, donc pensez à la pression comme l'inverse du volume. En fait, on préfère utiliser des grandeurs intensives parce que c'est plus simple, mais on pourrait très bien tracer ce diagramme-là en volume, ça serait exactement la même chose. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez, dans ces conditions-là, en fait, vous n'avez plus la possibilité d'avoir de distinction claire. Vous avez une espèce de mélange qui se fait entre les énergies cinétiques et les énergies potentielles qui sont liées aux interactions à distance. Et là, vous n'avez plus de distinction claire, vous n'avez plus de surface libre. Donc ça, c'est ce qui correspond au point critique. Et ensuite, tout est construit autour de ces deux points. D'accord? Donc je reviendrai dessus. Il y a une courbe qui pour nous va être extrêmement importante qu'on appelle la courbe de saturation. La courbe de saturation, c'est ce qui correspond à tous les états intermédiaires dans lesquels vous avez un équilibre hétérogène qui relie votre point triple jusqu'à votre point critique. D'accord? Donc vous allez du point triple, vous allez jusqu'au point critique. Eh bien, en augmentant par exemple la température. D'accord? Donc vous imaginez, vous chauffez un peu, vous allez chauffer un peu votre mélange. Et puis en chauffant un petit peu, bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez un peu plus en vapeur, vous allez diminuer la quantité de liquide. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous augmentez la pression. Et puis en augmentant la pression, hop, vous allez stabiliser. Et du coup, vous vous retrouvez toujours avec la même proportion, par exemple, de liquide et de vapeur. Vous êtes dans un équilibre hétérogène. Vous chauffez, vous comprimez. Vous chauffez, vous comprimez, vous chauffez, vous comprimez. Vous allez vous déplacer comme ça, vous allez créer une espèce de courbe qui correspond en fait à cette courbe de saturation. C'est-à-dire la courbe qui, dans ce diagramme-là, représente tous les points sur lesquels vous avez une coexistence entre les phases liquides et les phases vapeur. Jusqu'à ce que vous atteigniez ce point critique. Et quand vous avez atteint ce point critique, et bien là, si vous augmentez la température, vous augmentez la pression, ben là, ça change. Vous n'avez plus cette distinction claire et vous vous retrouvez avec des phases qui sont un tout petit peu compliquées. D'accord? Donc, tous les diagrammes de phase sont construits à partir de ces deux points-là. Et puis ensuite, à partir de ces deux points, eh bien, on distingue les différentes phases. Donc évidemment, quand vous êtes à pression et température basse, vous pouvez vous retrouver dans la phase solide. Donc la phase solide, c'est celle qui se trouve tout à gauche ici, en rose ici. Donc cette phase-là, elle correspond en fait à une pression qui est ce qu'elle est, mais qui a une température qui est suffisamment faible, donc une agitation moléculaire qui est suffisamment faible pour que les molécules restent très bien attachées les unes aux autres. Donc dans cette zone-là, c'est clairement les interactions à distance qui gagnent. D'accord? C'est l'énergie potentielle électrique, en tout cas dans le cas d'un solide, souvent, qui fait que vous avez cette phase qui existe, qui est une phase qui est très condensée. Et puis ce qui se passe, c'est que si vous augmentez la température, donc si mon diagramme, vous vous déplacez de la gauche vers la droite, vous allez augmenter l'énergie euh, cinétique moyenne des molécules, et puis vous allez passer une courbe ici, donc c'est la courbe là qui correspond à solidification-fusion. Donc vous augmentez cette température-là, et à un moment donné, vous agitez tellement les molécules du solide que le solide il se désagrège, il change de phase. Donc là, vous avez ce qui correspond, dans ce sens-là, à la fusion.
La fusion, c'est quand vous avez du liquide et que vous le chauffez tellement, il atteint un tel niveau de température qu'en fait les interactions à distance, elles sont débordées, elles n'arrivent plus à gérer. C'est l'énergie cinétique qui gagne. Et là, vous commencez à briser ces liaisons-là. Et là, vous commencez à former une phase condensée, mais une phase condensée qui est plus fluide, qu'on appelle du liquide. Ça s'appelle la fusion. Et puis vous continuez à augmenter la température à pression donnée, hein, vous pouvez le faire à la même pression, et puis vous atteignez cette fameuse courbe de saturation dont je parlais, où là vous avez encore augmenté l'énergie, et là du coup, ben, même les interactions qui correspondent à la formation des liquides, elles sont plus suffisantes, elles n'arrivent plus à suivre, et là vous vaporisez, et du coup vous vous retrouvez avec ce qui correspond à votre phase gazeuse. Si vous êtes en dessous de la pression triple, donc je me mets par exemple dans la partie basse ici de mon diagramme, il n'y a pas de formation de liquide possible. En dessous de la pression triple, on ne peut pas former de liquide, on ne peut passer que du solide à la vapeur directement. Et ce changement solide-vapeur, ça s'appelle la sublimation. Donc voilà, sublimation, c'est quand vous avez directement, ça se fait avec de la neige carbonique. Si vous avez déjà vu, c'est facile de trouver des vidéos avec de la neige carbonique. Vous avez une neige, donc des cristaux, donc c'est du CO2, c'est du CO2 sous forme de cristaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce CO2, bah, vous le placez à l'air ambiant, et étant donné la pression, je vous montrerai les chiffres après sur la pression triple du CO2, vous pouvez avoir un phénomène de sublimation où là, vous avez directement quelque chose qui part sous forme de vapeur. D'accord? Et puis dans l'autre sens, quand vous avez de la vapeur qui se transforme directement sous forme de solide, c'est ce qu'on appelle la condensation. Alors, un petit point de vocabulaire. Nous, on va utiliser en tant qu'ingénieur le mot condensation pour la création de la phase condensée. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une vapeur et que vous arrivez à créer soit du liquide, soit du solide, on passe d'une phase diluée à une phase condensée, on appelle ça la condensation. Ça, c'est le point de vue de l'ingénierie. Et du coup, on fait la distinction généralement entre la condensation par défaut, sans précision, donc c'est du liquide, et puis la condensation solide. La condensation solide, ça se dit parfois, il y a certaines applications industrielles où il y en a, où la condensation solide, c'est directement de la vapeur, vers le solide. D'accord? Les physiciens, ils ne parlent pas comme ça du tout. Le vocabulaire que je vous ai mis là, c'est le vocabulaire des physiciens. Les physiciens, ils font bien la distinction. La condensation, c'est uniquement quand vous passez de la vapeur au solide. Quand vous passez de la vapeur au liquide, ils appellent ça la liquéfaction. Quand on passe du liquide à la vapeur, c'est l'évaporation en français. Alors des fois on parle de vaporisation, mais vaporisation c'est plutôt un anglicisme qui vient du vaporization anglais, mais normalement en français c'est plutôt évaporation. Et la liquéfaction, bah, évidemment c'est dans l'autre sens, c'est quand vous avez de la vapeur et que vous allez en faire du liquide. Donc nous on utilisera le vocabulaire de l'ingénierie, ce qui signifie que quand on va parler de machine frigorifique ou quand on va parler de turbine à vapeur, on va parler de condensation quand on passera de la vapeur au liquide. Donc c'est pas le vocabulaire des physiciens, c'est plutôt le vocabulaire des ingénieurs. Et on fera la même chose quand on fera de l'air humide. Donc encore une fois, c'est un exemple où le vocabulaire c'est un vrai bazar. Bon, en règle générale, on arrive à peu près bien à se repérer par rapport à ça, et je sais que vous avez déjà vu ça, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça. Donc solidification, fusion pour le solide liquide, évaporation, liquéfaction pour le liquide vapeur, et puis sublimation, condensation pour la partie solide vapeur. Et au-delà, quand on commence à passer au-dessus du point critique, donc la courbe de coexistence solide-liquide, elle existe toujours. Donc après, elle peut avoir des comportements plus ou moins compliqués, mais elle existe toujours. Vous avez toujours cette distinction entre liquide et solide. Par contre, vous n'avez plus de distinction claire entre ce qui correspond au liquide. Alors là j'ai noté avec deux zones différentes, avec deux couleurs différentes ici, ce qui correspond au liquide compressible et au fluide supercritique. En fait, cette distinction-là, c'est une distinction qui n'est pas franche. C'est-à-dire que autant quand vous êtes dans cette partie-là, quand vous passez du liquide au gaz, vous avez une surface libre, et du coup vous voyez très bien la différence. La partie, quand on passe du liquide compressible, donc un liquide compressible c'est très dense, mais en même temps on a tellement de force qui est appliquée dessus qu'on a quand même une compressibilité qui commence à devenir importante. Donc en application ingénierie, je vous en ai peut-être déjà parlé, c'est typiquement les injections de carburant dans les moteurs diesel. Quand vous êtes au niveau des rampes d'injection, il y a au niveau des bus d'injection du diesel, on peut se retrouver avec 1500 bars de pression. Et bien, quand vous appliquez 1500 bars de pression sur un hydrocarbure liquide tel que du diesel, vous commencez à avoir un effet de compressibilité qui n'est pas négligeable. Donc là, vous avez un exemple de liquide compressible. Et puis ensuite, du liquide compressible au fluide supercritique, la transition elle est en douceur. Donc on est vraiment au-delà du point critique. C'est pour ça que j'ai essayé de faire une espèce de dégradé avec une couleur un peu douteuse. Mais enfin bon, voilà, il n'y a pas de distinction nette et vous vous retrouvez entre eux. Et en fait, pour arriver à bien faire la distinction, à dire là je suis en liquide compressible et là je suis en fluide supercritique, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je termine avec cette histoire de forme générale du diagramme de phase. Je vais passer à un diagramme de phase extrêmement compliqué, mais très important pour nous, qui est le diagramme de phase de l'eau. Donc le diagramme de phase de l'eau. Normalement, il y a un point qu'on connaît tous, c'est parce qu'on l'utilise en pratique et puis que pendant très longtemps, on a bâti nos unités de température dessus. C'est ce qui correspond ici donc au point d'évaporation, d'accord, de l'eau. Donc là, vous voyez que vous êtes à 100 degrés C et puis à peu près 1 bar, une atmosphère. Et bien par définition, c'est ce qui correspond au point de coexistence liquide-vapeur. Donc vous prenez votre eau, vous la chauffez, et dès que vous commencez à voir apparaître les bulles et que vous avez de la vapeur qui s'échappe,
Quand vous avez la vapeur qui s'échappe, là vous savez que vous êtes à 100 degrés. Parce que pour de l'eau, la coexistence entre ces deux phases-là, elle est représentée comme ça. Par contre, si vous prenez ce liquide et que vous le mettez au congélateur, eh bien quand les cristaux, quand il va commencer à se solidifier, quand vous allez avoir cette phase de solidification, vous savez que c'est le 0 degré. Et bien le 0 degré, il se retrouve ici. D'accord. Toute la partie bleue dans ce diagramme-là, c'est les différentes formes de glace. Donc c'est une particularité de l'eau, c'est qu'en fait sa structure moléculaire fait que quand vous voulez obtenir de la glace, vous pouvez obtenir un tas de quantités de glace différentes. Donc nous, ce qu'on a, la glace que nous on connaît, c'est la glace qui est dans cette zone-là. Alors je sais plus, ça c'est la glace 1, le C et le H, je sais plus. Je crois qu'il y a un hexa, je sais pas quoi. Bon, c'est de la cristallographie. Je ne connais pas, je ne vais pas dire de bêtises. Je sais juste que la glace que nous, on connaît, c'est en gros celle-ci. Si on veut abaisser encore la température et qu'on veut se rapprocher du zéro absolu, on va se retrouver avec ce qu'on appelle de la glace 11. Donc celle-là, elle a une structure un peu particulière. C'est un niveau de pression qui est le nôtre. Par contre, vous imaginez que vous refroidissez de l'eau, mais à un niveau très très bas de température. Et là, vous avez encore les molécules d'eau, elles vont se mettre de façon un petit peu différente. Et puis ensuite, quand vous augmentez la pression, donc très rapidement, hein, le point critique de l'eau, il est à 220 bars. Hein. Donc vous imaginez ici, vous êtes aux alentours de 200 bars. Eh bien, augmentez encore la pression, 200, 300, etc. bars. Là, vous allez vous retrouver avec des formes de glace tout à fait bizarres, avec des densités, avec des propriétés différentes. Donc où est-ce qu'on retrouve ces formes de glace? Sur Terre, on les retrouve, c'est plutôt un problème de géophysicien. C'est typiquement la glace que vous avez à la base des calottes polaires. Prenez par exemple l'Antarctique. La calotte antarctique, c'est 3 km d'épaisseur de glace. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ces 3 km d'épaisseur de glace, avec tout le poids de la colonne, vous imaginez, eh bien, ce que vous avez au niveau, en fait, au contact entre la calotte de glace et le sol du continent, parce que l'Antarctique c'est un continent, hein, c'est profond, mais il y a de la terre en dessous. Eh bien, en fait, la terre, au niveau de cette interface-là, la glace, elle va correspondre à une glace qui est formée avec une pression qui est très importante. Et du coup, vous avez une structure de glace différente. Alors, je ne sais pas exactement quel est le niveau de pression, mais probablement qu'on doit être sur de la glace 9 ou de la glace 15 par ici. En plus, regardez un petit peu la tronche de la courbe de phase à cet endroit-là, c'est vraiment très très compliqué. Et puis les glaces autres, sur Terre, on peut les reproduire de façon expérimentale. Après, ça devient des applications d'astrophysique. C'est-à-dire que si vous avez une certaine quantité d'eau qui, par exemple, est emprisonnée à l'intérieur des planètes, je vais essayer de ne pas parler d'astronomie parce que si je parle là-dedans, je vais faire un quart d'heure, mais je vais faire très très court. Ce qu'on appelle les géantes de glace. Donc les géantes de glace, c'est les deux dernières grandes planètes du système solaire. Donc ça veut dire Uranus et Neptune. Eh bien, Uranus et Neptune, on sait qu'elles contiennent de l'eau. Et en fait, on imagine qu'au cœur de ces planètes-là, la pression, elle est tellement importante, elle est vraiment au-delà de ce que nous, on peut imaginer sur Terre. On peut se retrouver avec des formes de glace encore autres qu'on peut considérer comme exotiques, donc la glace 11, la glace 10, où là, vous avez encore des structures différentes avec des propriétés physiques différentes. Nous, ça ne nous intéresse pas des masses, mais tout ça pour dire que cette eau, elle est quand même fascinante, parce que c'est le truc de base, et en fait, c'est d'une complexité absolument terrible. J'arrête avec ça. Un autre exemple rapidement, le diagramme de phase du dioxyde de carbone. Parce qu'on va en parler un tout petit peu, j'essaierai de vous parler de machines frigorifiques à dioxyde de carbone, parce que c'est vraiment une technologie intéressante. En plus, j'ai un peu bossé dessus, donc du coup, je peux en parler un petit peu par expérience. Et puis parce que c'est un fluide qui a la particularité d'avoir des points triples et des points critiques relativement accessibles. Alors, ce qui se passe, c'est que le point critique du dioxyde de carbone, c'est-à-dire le point au-delà duquel il n'y a plus de distinction possible entre du liquide et de la vapeur, il se situe à 73 bars et 37 degrés. En fait, c'est assez bas. 73 bars, c'est pas énorme à obtenir. 37 degrés, ça se fait très très facilement, hein, ça c'est pas un souci. Et du coup, le CO2 est probablement le fluide avec lequel c'est le plus facile d'obtenir des expériences autour du point critique. Et du coup, moi j'avais déjà un petit peu parlé de ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle les lignes d'équilibre. Donc les lignes d'équilibre, c'est en gros ce qu'on représente sur le diagramme de phase comme étant les lignes qui vont arriver à faire le lien, typiquement, entre votre point triple et votre point critique, qui vont partir du point triple pour faire la coexistence liquide-solide, etc., etc. Donc du coup, vous avez ces points d'équilibre. Et comme je vous ai dit, pour les obtenir, on les obtient de façon expérimentale. C'est-à-dire qu'on augmente la température, on augmente la pression pour arriver à revenir sur l'état initial, et puis du coup, on se déplace progressivement sur cette courbe-là pour obtenir par exemple la courbe de saturation. Donc on a besoin de tout ça évidemment pour définir ces courbes d'équilibre. Et du coup, ça me permet d'introduire la différence qu'on a entre une vapeur et un gaz, rigoureusement, physiquement. Lorsqu'on parle de gaz, alors dans le temps on disait gaz permanent, c'était un peu plus clair, mais c'est un peu plus long. Donc, le gaz, c'est un composé que vous ne pouvez pas liquéfier en jouant sur sa pression. Prenez n'importe quel composé. Si vous arrivez à augmenter si vous augmentez la pression et qu'en augmentant la pression, à un moment donné, vous allez pouvoir le liquéfier, alors vous n'avez pas affaire à un gaz, vous avez affaire à une vapeur. En fait, en pratique, ça correspond à quoi? Une vapeur, c'est quand la température ambiante, température courante, est située entre la température triple et la température critique. C'est-à-dire que sur mon diagramme ici, je me retrouve dans cette zone-là. Si je suis dans cette zone-là,
si en tout cas la gamme d'utilisation de mon gaz est dans cette zone-là, eh bien ce qui se passe, c'est que ce gaz-là, qu'on appelle initialement gaz, il y a toujours la possibilité, en augmentant sa pression, d'arriver à le faire se condenser. Et du coup, c'est pas vraiment un gaz, c'est une vapeur. D'accord? On verra, je vous montrerai le tableau juste après, de l'eau, la température critique de l'eau, c'est 374 degrés. Donc tant que vous manipulez votre vapeur d'eau à une température qui est inférieure à cette température-là, et ça représente la quasi-totalité des utilisations de l'eau, l'eau est une vapeur. Parce qu'il y a toujours moyen, en augmentant sa pression, d'arriver à la liquéfier. Par contre, si vous prenez un gaz permanent classique qui est l'azote, donc je vous montrerai les températures après, la température critique de l'azote, elle est beaucoup plus basse que la température ambiante. Donc ça veut dire que dans mon diagramme, quand je vais manipuler de l'azote, ma gamme de température à moi, elle va se trouver par ici. Je serai au-delà de la température critique. Et bien là, j'aurais beau comprimer autant que je veux, j'aurais beau tabasser comme un malade, je n'arriverai jamais à liquéfier. Donc c'est pas une vapeur, c'est un gaz permanent. D'accord? Donc physiquement, nous on manipulera les deux, et encore une fois en ingénierie, on a tendance à mélanger les deux allègrement sans se poser de questions. Du point de vue physique, la différence que vous avez entre un gaz et une vapeur, c'est qu'une vapeur, potentiellement, vous pouvez la condenser en augmentant sa pression. Quelques exemples ici de points triples. Donc le point triple de l'eau, comme je vous disais, il est un peu chaud à obtenir parce qu'il faut quand même se placer à une température. Alors la température, ça va, c'est quasiment autour de 0, hein, c'est pas 0,01 par définition, parce qu'on a construit l'échelle de température comme ça, hein, c'est pas par hasard. Et puis la pression, par contre, ben, vous voyez, c'est quand même super bas. On se retrouve à l'équivalent de 60, ouais, c'est ça, 60 pascal de pression. Euh, 600 pascal. Ouais, c'est ça. En tout cas, une pression très très basse, et c'est pour ça que c'est difficile d'obtenir le point triple de l'eau. Voilà. Il faut arriver à tirer au vide et puis arriver à maintenir une température relativement basse. Et du coup, le point triple d'eau, il est assez difficile à obtenir. Encore une fois, celui du dioxyde de carbone, il n'est pas si compliqué. Vous vous retrouvez avec du dioxyde de carbone qui a un point triple qui est aux alentours de 5 bars, avec en pression, et puis avec une température qui est de l'ordre de moins 57 degrés. Un dernier exemple, je vais essayer d'éviter les digressions, mais un dernier exemple quand même qui est aussi sympathique. euh, le point triple de l'eau, ici, explique pour quelle raison est-ce que vous ne pouvez pas avoir d'eau liquide sur Mars. Alors je sais, probablement vous en foutez, mais moi j'adore ça, donc je vais quand même en parler 30 secondes. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas avoir d'eau liquide sur Mars? C'est parce que l'atmosphère martienne est à un niveau de température et de pression qui est en dessous du point triple de l'eau. Et du coup, les seules existences possibles de l'eau sur Mars, c'est ou sous forme de glace ou sous forme de vapeur. Parce qu'en fait, la température et la pression à la surface de Mars sont tellement faibles qu'il ne peut pas y avoir d'eau liquide. Parce qu'on est en dessous en fait du point triple de l'eau. Les points critiques maintenant. Alors encore une fois, le point critique du dioxyde de carbone, je ne reviens pas dessus, vous avez vu à quoi ça correspond. Alors je vous ai dit 37 degrés, non c'est 31 degrés. Pourquoi j'ai dit 37? Je crois que c'est 37. Il me semble qu'il y a une erreur dans le transparent. Je vous redirai ça. La température avec une pression de 73 bars. Comme je vous disais, le point triple de l'eau, alors là, pour le coup, le point critique, pardon, le point critique de l'eau, pour le coup, là, c'est 220 bars et 374 degrés de température. Donc celui-là, pour l'obtenir, vous avez quand même intérêt à tabasser. Et, et c'est ce qui fait que ce composé-là aussi est vachement intéressant, c'est qu'il a en fait une plage, une largeur, une distance en quelque sorte entre le point triple et le point critique qui est quasiment unique parmi les composants. L'eau, c'est vraiment un composant magnifique pour plein de raisons. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on peut imaginer l'avoir sous forme liquide dans des états qui sont extrêmement variés. C'est pour ça aussi, moi j'arrête avec l'astronomie parce qu'après je vais encore repartir en sucette. Et les points critiques, alors comme je vous disais, on va prendre un autre exemple, l'hélium, je vous en parlais tout à l'heure. L'hélium, la température critique de l'hélium, c'est moins 146 degrés. Donc tant que vous manipulez, pas l'hélium, l'azote, je raconte des bêtises, l'azote ici. Voilà. L'azote, vous voyez que la température critique de l'azote, elle est aux alentours de moins 147 degrés. Donc ça veut dire que si vous êtes au-dessus de moins 147 degrés, ce qui est la majeure partie des manipulations qu'on a avec l'azote, eh bien votre azote, en fait, est un gaz permanent. D'accord? Donc tous ceux qui sont ici notés en orange, l'espèce de couleur saumon, en fait c'est tous les composés dont la température critique est nettement faible par rapport à la température ambiante et qui fait qu'on les manipule comme des gaz permanents. Par contre, quand vous commencez à faire de la cryogénie, quand vous commencez à aller chercher des températures qui sont basses, et bien là potentiellement vous pouvez vous retrouver avec des composés qu'on considère d'habitude comme des gaz permanents qui ne deviennent plus des gaz permanents. Et là vous allez dans le domaine de la cryogénie, de la liquéfaction de gaz, de l'air liquide, etc. Donc du coup, sur ce qui correspond à un changement de phase. Donc ce que vous avez vu, ce qu'on avait vu, ce que je vous avais expliqué, c'est que à un niveau de température donné, donc à un niveau d'agitation moléculaire donné, il faut appliquer une certaine pression pour arriver à maintenir une coexistence de phase, pour maintenir un équilibre hétérogène. Si vous ne maintenez pas cette pression, donc en pratique si vous laissez le volume évoluer comme vous voulez, en augmentant l'énergie cinétique, la température
de votre milieu, donc l'énergie cinétique moyenne des molécules, elles vont se détacher les unes des autres. Parce qu'en fait, elles vont être tellement excitées que là, l'interaction à distance ne pourra plus rien faire et vous allez tout vaporiser. Donc si vous voulez arriver à maintenir une certaine fraction de votre fluide sous forme de liquide, il faut presser en disant non, 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 tu es excité, mais tu te calmes, on te reste, on te contient dans un certain volume. Et du coup, même si elles se déplacent de plus en plus vite, on les maintient quand même en moyenne à des distances plus proches les unes des autres. Et on se retrouve avec une coexistence, donc avec la possibilité d'avoir à la fois du liquide et de la vapeur. Eh bien, ce qui se passe, c'est que pour un niveau de température donné, la pression à laquelle vous arrivez à maintenir cette coexistence, c'est ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante. Pression de vapeur saturante ou pression de saturation. Donc ça, on va l'utiliser à partir d'aujourd'hui, on l'utilisera jusqu'à la fin du cours, y compris quand on fera de l'air humide, parce qu'on verra que ça va nous permettre aussi de définir les concepts d'humidité par rapport à cette pression de vapeur saturante. Donc cette pression de vapeur saturante, c'est la pression qu'il faut appliquer à un composé donné, à un corps pur donné, pour, à une température donnée, obtenir une coexistence de phase. Et à chaque corps pur, vous avez pour un niveau de température un certain niveau de pression. Et en fait, la relation mathématique qui vous permet de relier la pression à la température, c'est ce qui correspond à la courbe de saturation. En fait, votre courbe de saturation, votre courbe d'équilibre liquide-vapeur, qui vous mène du point triple au point critique, eh bien, elle est composée par tous ces états de coexistence entre le liquide et la vapeur. Et du coup, à chaque niveau de température, vous mesurez la pression et vous la tracez. Cette pression-là est appelée pression de saturation. Et si votre corps, pour une température donnée, vous lui appliquez une pression qui est inférieure à sa pression de saturation, il ne peut pas être présent sous forme de liquide. C'est pas possible. Si par contre, vous lui appliquez une pression qui est supérieure à cette pression de saturation, normalement, il ne peut pas être sous forme de vapeur, il ne peut être que sous forme de liquide. D'accord? Donc c'est bien la distinction là qui existe. Et si vous appliquez strictement la valeur de cette pression de saturation, eh bien là, vous avez par définition l'équilibre liquide-vapeur. Et on verra que c'est super important parce que les évaporateurs de machines frigorifiques, alors on appelle ça, oui, on peut appeler ça évaporateur. Dans les centrales thermiques, c'est plutôt des générateurs de vapeur. Les générateurs de vapeur dans les centrales thermiques, les condenseurs, que ce soit sur les machines frigorifiques, les pompes à chaleur, les turbines vapeur, etc., tous ces composants-là hébergent des phénomènes d'équilibre liquide-vapeur. C'est super important de savoir maîtriser ça parce que ça veut dire que ça vous donne la capacité de comprendre comment ce genre de machine fonctionne. Si vous n'avez pas compris ce concept de pression de saturation, ça reste de la magie. Et on est des ingénieurs, donc la magie, c'est pas autorisé, il faut qu'on comprenne comment les choses fonctionnent. On aura l'occasion de s'exercer, vous inquiétez pas, mais c'est un concept qui est très important. Évidemment, réciproquement, si votre grandeur d'entrée c'est la pression, vous appliquez une pression et puis vous faites varier la température jusqu'à obtenir l'équilibre, ben là vous avez ce qu'on appelle une température de saturation ou une température de vapeur saturante. Le diagramme, évidemment, on peut le lire dans les deux sens, hein. Comment est-ce qu'on représente graphiquement ces pressions de saturation? Donc là, encore une fois, je vous donne l'exemple pour l'eau. Je vous montrerai d'autres courbes de saturation pour d'autres fluides que de l'eau, hein, vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en voir pas mal. Ce qui se passe très clairement, alors après, j'ai pas l'explication physique que vous avez, pourquoi cette forme-là, il y a probablement une explication physique, je ne sais pas trop. En tout cas, il y a très régulièrement une dépendance qui est quasiment une dépendance exponentielle entre la pression et la température. Donc ça ne se voit pas forcément ici sur le graphe de gauche parce que là, il n'y a qu'une seule coordonnée qui est en logarithmique. Par contre, si je traçais à la fois la pression et la température en log, j'aurais bel et bien une droite, donc j'ai bel et bien une relation exponentielle. Donc c'est pas du tout linéaire, hein, c'est important. Quand vous faites varier la température, la pression va varier, mais elle ne va pas du tout varier de façon linéaire. Regardez le graphe de droite ici, vous avez avec deux échelles linéaires différentes, et sur ces deux échelles linéaires différentes, on voit très bien que la courbe de saturation a une forme qui est une forme exponentielle. Alors, je passe sur la partie énergie. Parce que ça, c'est quand même important. C'est ça un peu qui va conditionner tout le reste de la suite de nos explications, du cours des TD, etc. Donc si vous avez bien compris, je pense que maintenant vous avez bien compris, je vous en avais déjà parlé. À partir du moment où vous avez une quantité macroscopique de matière, cette quantité macroscopique, la même quantité de matière, hein, le même nombre de particules, selon que ces particules sont sous forme de vapeur ou sous forme de liquide, elles ne vont pas avoir la même énergie interne. Pourquoi? Parce que à partir du moment où elles sont sous forme de liquide, elles vont être reliées les unes aux autres par des interactions à distance. Donc leur énergie cinétique va être plus faible. Donc c'est pour ça qu'on arrive à maintenir des phases condensées, hein, c'est pour ça que c'est sous forme de liquide. Donc ils vont contenir relativement peu d'énergie interne. Et puis, quand vous apportez de l'énergie interne, alors là, en l'occurrence, quand c'est un liquide, le seul choix que vous avez, c'est de l'apporter sous forme de chaleur, parce que comme il n'est pas compressible, on ne peut pas arriver à faire varier son volume. Si vous apportez de la chaleur, donc vous augmentez l'énergie interne, à un moment donné, eh bien, vous allez tellement agiter les molécules que les molécules vont se partir sous forme de vapeur. Et là, vous avez votre phénomène de vaporisation, vous avez le phénomène de changement de phase. Donc à partir de là, ça veut dire nécessairement que l'énergie interne d'une quantité de vapeur est toujours supérieure à l'énergie interne de la même quantité sous forme de liquide. La même quantité de matière sous forme de vapeur contient plus d'énergie interne
que cette même quantité sous forme de liquide. Conséquence de ça, si vous voulez arriver à produire du liquide, à produire de la vapeur pardon, à partir de liquide, vous devez fournir de l'énergie. Il faut fournir de l'énergie pour augmenter l'énergie interne de votre quantité de liquide, pour la forcer à se transformer sous forme de vapeur. Et là, vous avez produit ce qui correspond à un changement de phase. Et en pratique, ça va être l'évaporation dans les évaporateurs de machines frigo ou de pompes à chaleur. Ça va être les générateurs de vapeur, quelle que soit la technologie de centrale thermique. À un moment donné, vous allez avoir un apport de chaleur qui va arriver sur un liquide. Et c'est cet apport de chaleur sur le liquide qui va produire automatiquement sa vaporisation. Et on verra que sa vaporisation, elle a un rôle énergétique super important. Donc nous, encore une fois, pour des raisons très pratiques, on va essentiellement manipuler des enthalpies parce que les systèmes qu'on va considérer sont des systèmes ouverts. Et donc nous, on parlera d'enthalpie parce que c'est la même chose, sauf que c'est pour les systèmes ouverts. Ça, on l'avait déjà dit. Et donc du coup, on va faire la distinction dans la suite entre ce qu'on appelait dans l'ancien vocabulaire la chaleur latente et la chaleur sensible. Donc pareil, je fais un tout petit aparté. 30 secondes, c'est un point de vocabulaire. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de thermo, vous savez ce que c'est. Quand on dit que de la chaleur est sensible, ça veut dire qu'on peut la mesurer. Comment est-ce qu'on mesure ça? Alors, il y a toujours la confusion entre chaleur et température. En gros, vous avez un apport de chaleur sensible à partir du moment où vous pouvez le mesurer à partir d'une température. C'est de la calorimétrie. Vous avez un thermomètre qui est dans un milieu, vous avez un apport de chaleur qui se fait, dans un échange de chaleur dans un sens ou dans l'autre. Cet échange de chaleur se traduit par une variation de température. Donc vous voyez qu'il s'est passé quelque chose, c'est sensible. D'accord? C'est pour ça que vous avez un thermomètre, c'est sensible. Bon. Et puis, les gens qui ont commencé à étudier ces phénomènes de transfert de chaleur. Donc le premier, c'était un Écossais qui s'appelait Joseph Black, qui était un grand pote de James Watt. Lui, il avait testé ça, il avait commencé à essayer de quantifier ça, et en fait, il s'est rendu compte, notamment quand il faisait des expériences avec de la glace et du liquide, qu'il absorbait de la chaleur, mais qu'il n'y avait pas de mesure, il n'y avait pas de variation de température. En fait, il mettait un thermomètre, faites le manip avec de la glace d'eau, hein. C'est très simple, hein. C'est quand vous faites un cocktail, voilà. Vous faites n'importe quel type de cocktail, vous avez de la glace pilée, en gros, c'est ce qui se passe. Vous mettez de la glace dans de l'eau, vous allez apporter de la chaleur à ça, alors ou parce que vous chauffez, ou parce que tout simplement vous le laissez à l'extérieur, hein. Vous avez votre verre de cocktail, vous laissez dans une ambiance qui est chaude, la chaleur va toujours du chaud vers le froid, vous allez avoir un apport de chaleur qui va se faire de l'extérieur vers l'intérieur, vous ne le voyez pas, vous vous en foutez, mais il n'empêche qu'il est là, donc vous avez quand même un apport de chaleur, un échange de chaleur qui se fait entre l'intérieur et l'extérieur, sauf que si vous mesurez rien, vous n'avez pas de variation de température. Parce qu'en fait, cette énergie-là qui est absorbée, elle ne sert pas à faire varier l'énergie cinétique qui correspond aux deux phases séparées, elle cherche à transformer, elle sert à transformer une phase en l'autre. Maintenant, on le comprend comme ça. À l'époque, ils étaient complètement dans le brouillard parce que déjà les atomes, c'était pas clair, enfin, c'était le bazar. Mais nous, maintenant, on sait que quand on apporte cette quantité d'énergie-là, elle va servir à transformer progressivement du liquide sous forme de vapeur. En fait, on va leur apporter de l'énergie cinétique, on va leur apporter de l'énergie, mais qui ne va pas se traduire tout de suite sous forme cinétique. En gros, avant de se mettre à bouger un peu plus vite, ils vont déjà se séparer les uns des autres. Ils sont liés les uns aux autres, ils vont dire attends, déjà je me sépare. Et une fois que j'ai réussi à me séparer, et ben là peut-être que je vais commencer à bouger un peu plus vite avec l'énergie qu'on m'a apportée. Et du coup, comme Joseph Black ne pouvait rien mesurer, il a appelé ça latent. Ouais, le sens français du mot, quand on dit que c'est latent, c'est un truc qui est latent. Il y a une ambiance, il y a un truc, une tension qui est latente. Vous avez déjà entendu cette expression. Quand c'est latent, c'est que tu sens que ça existe, mais tu ne peux pas le mesurer. Et du coup, il y a vraiment des raisons historiques à ce qu'on utilise le terme de chaleur sensible et le terme de chaleur latente. On va continuer à l'utiliser parce que expurger le vocabulaire, c'est très compliqué, mais physiquement, c'est quand même un peu flou parce que ça provient d'une époque où en fait on ne maîtrisait pas les phénomènes. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça latent ou sensible. Donc nous, on garde le fait que chaleur sensible, c'est quand vous avez une mesure de température qui permet de voir quelque chose. En gros, votre chaleur, elle est apportée pour changer la température, changer l'énergie cinétique sur une phase donnée. Et puis, vous avez de la chaleur latente à partir du moment où cette énergie-là ne sert pas à augmenter l'énergie cinétique, donc la température, elle sert à séparer les phases. C'est-à-dire que vous leur apportez de l'énergie pour que le liquide puisse se transformer sous forme de vapeur, ou au contraire, vous absorbez de la chaleur pour ralentir la vapeur, abaisser la température, donc microscopiquement ralentir les molécules de vapeur pour qu'elles commencent à coalescer et faire de la phase liquide. Mais vous n'avez pas de variation de température. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, toute l'énergie, elle ne sert pas à augmenter l'énergie cinétique, elle sert uniquement à changer les proportions respectives de liquide et de vapeur. Et ça, c'est un autre fait important aussi. Les corps purs, quand vous avez une seule composition chimique, un corps pur change de phase à température constante. D'accord? Si vous apportez une certaine quantité de chaleur à un corps pur pour qu'il change de phase, tant que le changement de phase existe, toute cette énergie qui est apportée, elle sert à libérer les molécules. D'accord? Vous avez des molécules liquides, vous les libérez, hop,
elle transforme sous forme de vapeur. Et c'est uniquement quand vous avez tout transformé sous forme de vapeur, si vous continuez à apporter de la chaleur, que là, vous allez augmenter l'énergie cinétique. Donc, vous allez augmenter la température. Et là, vous aurez de la chaleur sensible. Donc, il faut bien faire la distinction entre ces histoires de chaleur sensible et de chaleur latente. Je vous montrerai sur un diagramme après à quoi ça correspond. Donc si je reviens un petit peu là-dessus, comment est-ce que moi je trace sur un diagramme? Ça va un petit peu vite, mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'échanger. Puis de toute façon, ces diagrammes-là, vous allez les utiliser très couramment ensuite quand on fera des TD. Donc le premier diagramme qu'on va utiliser pour ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme enthalpique. Alors là, en l'occurrence, je vous ai présenté le diagramme enthalpique de l'eau. Alors à quoi ça ressemble? Eh bien, vous avez la pression ici qui est en ordonnée et vous avez l'enthalpie, donc en gros l'énergie. Pensez à l'énergie interne. D'accord? Donc en gros, vous pouvez vous représenter physiquement ça. Ce que vous avez en coordonnées horizontales, c'est l'agitation moléculaire, en gros. Et puis ce que vous avez en coordonnées verticales, c'est la force que vous appliquez en contrainte pour arriver à dire non, tu restes là, tu bouges pas. Et ensuite, à partir de là, on va créer ce qu'on appelle les courbes de saturation. Donc le premier point, le point que j'ai noté ici avec un C, c'est ce qui correspond au point critique. D'accord? Donc au point critique. Et encore une fois, point critique, à partir du moment où je suis au-delà de la pression critique, hein, je n'ai plus de changement de phase possible. Donc là, quand je suis dans cette phase-là, j'ai plus la possibilité de changer de phase. J'ai juste une phase qui s'appelle une phase supercritique. Je vous montrerai le diagramme du CO2. Vous verrez que dans ce cas-là, l'exemple il est quand même assez prenant. Et ensuite, en fonction de ça, si j'applique une pression suffisante, eh bien en fonction du niveau d'énergie, que j'aurai dans le fluide, eh bien, soit mon niveau d'énergie est bas, je suis vers la gauche et je suis sous forme de liquide, ici, soit mon niveau d'énergie augmente progressivement, donc je vais me retrouver ici avec une phase de coexistence. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'ici, vous êtes sous forme de liquide, donc de l'eau, hein. Alors après, je n'ai pas les niveaux de température qui correspondent, je vais le tracer bientôt, mais de l'eau. Vous augmentez votre énergie ici, donc vous allez, ce qui va correspondre à une augmentation de température en fait. Vous atteignez cette courbe-là, c'est la première courbe de saturation. C'est là où vous avez un équilibre qui existe entre la vapeur et le liquide. Ça veut dire que ici vous êtes purement liquide, vous faites chauffer, et là vous avez l'apparition de votre première phase vapeur, vos premières bulles de vapeur apparaissent. Et puis vous allez continuer à augmenter l'énergie. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de votre volume, si je reprends par exemple l'exemple qui est ici, c'est ce qui va correspondre à mon cas là. D'accord? Donc ici, là j'ai du liquide, j'ai augmenté l'énergie, j'ai augmenté l'enthalpie. Donc à un moment donné, je vais avoir les petites bulles qui apparaissent. Et puis après les petites bulles, je vais avoir cette coexistence ici. Donc toute cette coexistence liquide-vapeur, c'est ce qui correspond bien sur mon diagramme à l'intérieur de cette courbe-là. Donc depuis ici jusque-là, là vous avez la coexistence vapeur. Quand vous atteignez ce point-là, qu'on appelle le point de vapeur saturée, et bien là la dernière gouttelette s'est évaporée. La dernière gouttelette s'est évaporée, ça veut dire que vous êtes au début d'ici. En gros, vous aviez encore un film liquide en bas là, et puis vous avez continué à chauffer. Le film liquide a complètement fini de s'évaporer. Hop, il est parti, il n'y en a plus. Et bien juste à ce point-là, vous êtes en vapeur, ce qu'on appelle en vapeur saturée. Et du coup, si je reviens sur ce que j'avais dit, ça veut dire que toute cette partie-là, tous les changements de phase à l'intérieur de cette partie-là vont se passer de façon isotherme. D'accord? Parce que toute l'énergie qui est échangée, que ce soit dans le sens de j'en apporte ou j'en enlève, donc gauche ou droite, droite ou gauche, toute cette énergie qui est échangée à cet endroit-là, elle va servir à changer les proportions respectives du liquide et de la vapeur. Mais elles ne changeront pas la température. Et donc du coup, toutes les modifications qui vont se passer à l'intérieur de ça vont se passer avec une température qui est constante. D'accord? Donc ça veut dire que ces phénomènes de changement de phase ici, là je vous ai tracé par exemple ce qui correspond à 100 degrés. Donc à 100 degrés, effectivement, vous voyez que le changement de phase, il est à peu près à 1 bar, hein, 10 puissance 0. Ouais, voilà, ça tombe bien, c'est ça. Donc là, vous avez de l'eau, imaginons qu'elle soit par exemple aux alentours de 20 degrés, vous la faites chauffer, vous augmentez la température, vous atteignez l'équivalent de 100 degrés, là vous commencez à avoir le phénomène d'ébullition. Et puis vous continuez à chauffer, mais ce qui va se passer, c'est que ça sera uniquement en latent, vous n'avez rien de sensible parce que là, toute l'énergie que vous apportez, elle sert à séparer les molécules de liquide pour en faire de la vapeur, jusqu'à ce que vous atteigniez le point de vapeur ici. Et là, vous êtes en vapeur saturée. Et si vous continuez à apporter de l'énergie, ben là, vous allez augmenter la température. D'accord? Donc ce qu'on retient de ça, c'est que la partie gauche ici, c'est des phases pures, donc c'est de la chaleur sensible. La partie au milieu, c'est un équilibre hétérogène, donc c'est des phases latentes. Donc là, vous avez généralement des températures constantes et des pressions constantes, du coup, parce qu'on sait que dans la courbe de saturation, à une température correspond une pression. Donc ça explique que cette partie-là soit aussi horizontale. Et à partir du moment où on est parti dans la phase vapeur, là, il n'y a plus de changement de phase possible non plus. Donc ça n'est plus que de la chaleur sensible. Et du coup, quand vous apportez de l'énergie, vous allez augmenter la température. Donc quelques éléments supplémentaires qui nous serviront. L'entropie, alors je vous montre à quoi ça ressemble. On verra à quoi
comment c'est important par la suite. Je ne vais pas gratter plus pour l'instant. Je sais que ça va déjà être suffisamment copieux. Ce qu'on retient, c'est que les entropies, les courbes isentropies, effectivement, elles ont globalement cette forme-là sur ces diagrammes. Je vous montrerai des diagrammes réels, vous allez voir à peu près à quoi ça correspond. C'est plus pour arriver à se repérer. Ensuite, il y a une autre grandeur qui est importante, c'est le volume massique. Donc en gros, c'est la densité. Donc la densité, c'est pareil, c'est surtout sur forme vapeur que ça va nous intéresser, ça va être ici. Pourquoi c'est surtout sous forme vapeur? C'est parce qu'en fait, les densités de liquide, bah, elles varient très peu, quoi. En pratique, ça varie très très peu. Donc nous, ça ne nous intéresse pas des masses. Que vous ayez un liquide dont la masse volumique varie de quelques pourcents entre une entrée et une sortie de pompe, on s'en fout, quoi. Ça n'a aucune importance. Par contre, le fait que la masse volumique de la vapeur puisse varier très fortement entre une entrée et une sortie de turbine, ça c'est important. Ça c'est essentiel parce que c'est aussi lié à la puissance qu'on va pouvoir tirer de cette turbine. Donc en règle générale, et vous verrez que ça sera le cas à la fois pour les machines motrices et pour tout ce qui est réfrigérateur, on s'intéresse beaucoup plus à la partie interne, donc la partie changement de phase, et à la partie droite vapeur qu'à la partie liquide. Et puis ensuite, vous avez ce qui correspond à ce qu'on appelle l'isotitre. Qu'est-ce que c'est que l'isotitre? L'isotitre, c'est juste les courbes qui correspondent à j'ai 50% de liquide, 50% de vapeur. D'accord? Donc si je reviens sur mes explications, quand je suis à ce point-là, au point de liquide saturé, j'ai 100% de liquide moins dépouillème, parce que je commence juste à attaquer la phase vapeur. Et puis là, je vais augmenter ce qu'on appelle le titre vapeur, donc en fait la proportion de vapeur par rapport au liquide. Donc, ben, je sais pas moi, 10%, 20%, 30%, 40%. Ici, je suis à peu près à 50%. Donc là, j'ai moite-moite liquide vapeur. Je continue à augmenter, donc j'augmente mon titre vapeur, 90, 95, 99, et là, pouf, 100% vapeur. Là, la dernière gouttelette de liquide, elle a disparu, c'est fini, je n'ai plus que de la vapeur, donc je suis ce qu'on appelle en vapeur saturée. D'accord? Et du coup, toute la partie à droite, je reviendrai dessus. Quand on est au-delà de la saturation, on appelle ça de la vapeur surchauffée. En réfrigération, c'est souvent ça. Les gens qui font de la turbine à vapeur, ils ont une expression que j'aime beaucoup, ils appellent ça de la vapeur sèche. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Quand on parle de vapeur sèche, la vapeur sèche, c'est celle qui ne contient aucune gouttelette de liquide, et elle est extrêmement importante du point de vue technique, hein. Et du coup, dans le diagramme, elle correspond très nettement à la droite du diagramme parce que vous êtes dans la vapeur avec aucune gouttelette de liquide. Donc là, vous êtes sûr d'être à 100%. Donc en fait, on surchauffe, on appelle ça de la vapeur sèche. Réciproquement, la partie gauche du diagramme ici, ici vous êtes en liquide saturé. Si vous abaissez un petit peu la température, vous êtes en liquide sous-refroidi. Donc on est sous-refroidi par rapport au point de saturation. Ce qui est un peu traître parce que nous les liquides on les manipule toujours en sous-refroidi. Donc sous-refroidi ça a l'air d'être un truc un petit peu bizarre ou exotique. En fait non, c'est le normal. Le sous-refroidi c'est le normal, c'est quand on commence à atteindre la saturation par rapport à nos vies à nous, surtout pour l'eau, qu'on sort un petit peu de cette normale. Là je vais commencer à parler des turbines à vapeur. D'accord? Des cycles turbines à vapeur. Donc là, je fais la transition. C'est là, ce moment-là où je fais la transition un peu brutale, je veux bien l'admettre, entre la partie physique et la partie application. Pourquoi est-ce qu'on a des cycles à vapeur? Je vais essayer d'être relativement rapide, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous avez vu en mécanique des fluides que comprimer un liquide, enfin, vous ne l'avez pas forcément vu en mécanique des fluides. C'est quand on a fait la thermo que vous vous êtes rendu compte que comprimer un liquide, ça coûtait beaucoup moins cher que de comprimer un gaz. D'accord? Parce que quand vous apportez en fait de l'énergie à un liquide, comme il n'est pas compressible, il ne va pas absorber de travail des forces de pression, donc il ne va pas relâcher de chaleur, et du coup toute l'énergie mécanique que vous allez apporter, elle va se retrouver sous forme de pression, sous forme de hauteur, voilà. Et du coup vous comprimez très facilement. Comprimer un liquide, ça vous coûte quasiment rien. Euh, Par contre, comprimer un gaz, pour le coup, réciproquement, là ça coûte du pognon. Et je vous avais expliqué pourquoi, quand vous avez un volume de gaz et que vous arrivez à diminuer vous diminuez son volume, il est compressible. Donc là, il va absorber du travail de force de pression. Du coup, ça va augmenter son énergie interne, il va augmenter sa température. Et du coup, bah, il y a une partie de l'énergie qui va être consommée pour augmenter la température, alors que ce n'est pas le but. Ce que vous voulez, c'est augmenter la pression. Et donc, du coup, ça peut vous coûter cher de comprimer un gaz. Pour la même masse, ça coûte beaucoup plus cher de comprimer un gaz que de comprimer du liquide. Maintenant, si on inverse en détente, et bien là, pour le coup, c'est détendre un liquide, ça ne vous rapporte rien. Vous pouvez essayer de faire varier la pression d'un liquide, vous n'allez rien récupérer. C'est pour ça que quand on utilise des liquides pour produire de la puissance motrice, généralement, c'est des hauteurs d'eau. C'est des hauteurs d'eau qu'on convertit en énergie cinétique éventuellement, et puis ensuite vous avez des turbines hydrauliques, et là vous faites quelque chose. Mais c'est pas la pression de l'eau. La pression de l'eau, vous pouvez rien en foutre. Enfin, ça, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si vous voulez détendre de la vapeur, alors là, c'est jackpot. Là, ça rapporte un max. Parce que du coup, vous allez avoir une vapeur qui va être qu'une énergie interne importante, et cette énergie interne importante, vous allez pouvoir la convertir sous forme de travail. Et là, les forces de pression, elles jouent pour vous. Le fait que votre fluide soit compressible, là, c'est intéressant. Et donc, du coup, si vous voulez vraiment faire le bingo, arriver à gagner sur les deux trucs, bah, ce qu'il faudrait, ça serait payer moins quand c'est liquide, rapporter plus quand c'est vapeur. Et en fait, la base du cycle à vapeur, c'est ça. Vous comprimez votre fluide sous forme de liquide, donc ça ne vous coûte pas grand-chose, et vous le détendez sous forme de vapeur, et du coup, ça vous rapporte un max.
Et là, vous avez un cycle qui est potentiellement intéressant. Et deuxième effet qui se coule, évidemment, si vous voulez passer de liquide à vapeur, il va falloir changer de phase. Ah oui, forcément, on vient de le voir, c'est pas gratos. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que si vous utilisez un fluide pur, ce changement de phase, on l'a vu, il est à température constante. Là, normalement, ça doit être changement de phase, température constante. On se rapproche du Carnot, en fait. C'est-à-dire que le cycle de Carnot, qui est le cycle idéal, lui, il est caractérisé par des échanges de chaleur avec le niveau froid et avec le niveau haut qui sont à température constante. Donc si vous arrivez à vous démerder pour comprimer sous forme de liquide, changer de phase de façon isotherme, détendre sous forme de vapeur et recondenser sous forme isotherme, là c'est jackpot. Là, potentiellement c'est le cycle de Carnot, quoi. Vous êtes au maximum de l'efficacité. Et ça, c'est la raison d'être des cycles à vapeur. C'est pour ça que ces cycles-là sont extrêmement efficaces. Donc je vous montrerai après, on en rediscutera un petit peu. C'est des cycles avec un rendement, avec une efficacité qui est remarquable. C'est les cycles les plus efficaces, très clairement, parce que en fait, eh ben, ils ont toutes les conditions physiques qui font qu'on se rapproche un maximum du cycle de Carnot. D'accord? Donc ça veut dire que on veut chercher à faire ça. Alors le premier cycle que je vais vous présenter, qui est un cycle un petit peu caricatural, mais c'est vraiment là-bas, c'est ce qu'on appelle le cycle de Rankine, qui vient de Rankine, qui était un gars qui a bossé sur le sujet. Comment ça fonctionne? Donc là, j'ai représenté ma courbe de saturation. Alors, on peut imaginer que c'est de l'eau, mais ça fonctionne avec plein d'autres fluides, hein. Les turbines à vapeur, c'est de l'eau. Maintenant, il y a des systèmes de plus en plus répandus qu'on appelle des ORC, pour Organic Rankine Cycle. Vous faites exactement la même chose, mais avec un fluide organique. Donc, ça peut être de l'ammoniac, ça peut être du propane. Rigoureusement, l'ammoniac, c'est pas un fluide organique, mais bon, on va pas faire rentrer la chimie organique là-dedans. En gros, vous avez un fluide, un autre fluide que de l'eau. Mais je vais l'expliquer avec de l'eau, parce que dans la suite, et mes explications techniques, ça sera lié à de l'eau. Vous avez votre courbe de saturation. Même chose, vous avez votre point critique. Au-delà de la température critique, plus de changement de phase possible. Donc nous, on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe en dessous. Même chose, ce qui peut être relié à l'énergie, ça peut aussi être relié, on peut le relier d'une certaine manière à l'entropie, d'accord? Et du coup, quand vous augmentez, là vous imaginez que vous avez un certain niveau de température, représentez-vous ça en surface, hein. Vous avez une surface ici qui est balayée, pardon, je ne sais pas sur mon truc, voilà. Vous avez une surface ici qui est balayée là. Si vous augmentez, vous apportez de la quantité de chaleur, automatiquement vous allez augmenter l'énergie de votre volume et du coup vous allez vous déplacer ici vers la droite. Donc vous avez la phase liquide, vous avez la phase diphasique, vous avez la phase vapeur. Pour faire tourner une centrale thermique, quelle que soit sa technologie, vous avez d'abord besoin d'une source chaude. D'accord? Donc la source chaude, c'est la chaudière. C'est votre source primaire. Donc ça peut être une chaudière si vous utilisez une centrale à flamme, ça peut être un concentrateur solaire si c'est une centrale solaire thermodynamique, ça peut être un circuit primaire de centrale nucléaire, de réacteur nucléaire si vous utilisez une centrale nucléaire. Ça vous donne un haut niveau de température qui peut aller de 200 degrés des patates pour du solaire, 300 quand vous êtes en nucléaire, et puis on peut monter à 400, 500, voire plus quand vous êtes en centrale à flamme. Puis vous avez évidemment besoin, maintenant vous savez pourquoi, d'une source froide. Donc la source froide, ça peut être une rivière, ça peut être un fleuve, ça peut être l'atmosphère. J'espère avoir le temps de vous parler des tours aéro-réfrigérantes derrière, mais en tout cas, c'est le milieu dans lequel vous allez pouvoir relâcher la chaleur à l'extérieur. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va prendre le liquide et on va le comprimer. Alors je vous montrerai un diagramme. Dans le diagramme enthalpique, vous verrez que la compression, elle se voit. Le problème du diagramme entropique, c'est que quand vous allez comprimer un liquide, encore une fois, son volume ne varie pas, il absorbe pas de travail, donc son énergie interne ne varie pas, ça frotte pas des masses, donc il y a très peu d'échauffement. D'accord? Très très peu, pas quelque chose qui est vraiment significatif. Du coup, dans ce diagramme-là, entre le point d'entrée et de sortie de votre pompe, je vous montrerai le schéma tout à l'heure, vous n'avez pas de variation de température visible. Donc en fait, les points 1 et 2, ils sont globalement au même point. Vous avez très peu changé l'état. Par contre, là, vous commencez à chauffer. Donc là, c'est ce qui correspond, c'est l'équivalent de, vous avez pris la casserole de votre robinet, vous avez mis l'eau du robinet, vous mettez dans la casserole et vous mettez sur le feu. Et vous commencez à faire chauffer. Ça, c'est la phase de réchauffage. Donc le réchauffage, c'est quand on va jusqu'au point de température qui correspond au point d'ébullition. Et quand vous commencez à avoir l'ébullition, donc au fond de votre casserole, c'est quand vous commencez à voir les petites bulles apparaître, là vous atteignez le début de la phase de vaporisation. Alors je devrais plutôt dire évaporation, mais il se trouve que dans le domaine des turbines de vapeur, les gens utilisent plutôt vaporisation. Donc on vaporise. Donc on apporte encore une certaine quantité de chaleur pour obtenir de la vapeur pure. Jusqu'à ce qu'on ait tout évaporé. C'est comme si dans votre casserole, vous laissiez chauffer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte de liquide à l'intérieur de la casserole. Le faites pas, hein, vous allez tout cramer. Il faut éviter de le faire. Mais physiquement, c'est à ça que ça correspond. Et du coup, les quantités de chaleur que vous allez apporter, comme c'est des surfaces, bah, vous voyez dans le diagramme, ça va être la surface qui va être sous cette droite-là, plus la surface sous cette droite-là. Là, vous avez apporté la chaleur depuis la source chaude. Vous avez fait de la vapeur. Et bien ensuite, ce que vous faites, c'est que cette vapeur, vous allez la détendre dans une turbine. Je vous présenterai rapidement comment fonctionnent les turbines. J'aurai pas le temps de rentrer dans le mode de fonctionnement des turbines parce que ça nécessite de rentrer dans les turbomachines et les turbomachines c'est un cours à part. Donc, malheureusement on n'a pas le temps de faire ça. Je pourrais vous filer des ressources par contre si ça vous intéresse. Donc maintenant cette vapeur là on va la détendre, c'est-à-dire que toute cette énergie interne, toute cette enthalpie qui a été stockée sous forme d'agitation moléculaire, on détend ça.
Alors, c'est pas dans un piston, comme je vous disais, on va travailler avec des machines ouvertes. Donc, ça veut dire que cette détente, elle va se convertir sous forme d'énergie cinétique, et cette énergie cinétique, elle va être transférée à un rotor. Je vous montrerai des photos après. Donc là, vous avez des machines rotodynamiques et vous produisez la puissance. Et en sortie de cette turbine-là, vous vous retrouvez avec un fluide qui est partiellement sous forme de liquide. Beaucoup de vapeur avec un peu de liquide. Et évidemment, pour arriver à reboucler le cycle, bah, il faut le condenser. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le met au contact de la source froide, justement pour condenser. Donc là, on a un côté froid, donc on va avoir un échange de chaleur, du coup on va abaisser l'énergie cinétique moléculaire de la vapeur, et du coup on va la liquéfier progressivement et on va arriver à produire du liquide. Et vous avez bouclé votre cycle. Et du coup, à la fin, la quantité de travail que vous allez produire de façon idéale, c'est la différence entre les quantités de chaleur qui sont absorbées de la source chaude et les quantités de chaleur qui sont rejetées de la source froide. Premier principe. Et comme dans le diagramme ici, les quantités de chaleur, c'est des surfaces, ben en fait c'est la surface colorée bleue. Et si vous vous souvenez, à quoi correspond le cycle de Carnot idéal? Il correspond à ça. Et donc en fait, vous vous retrouvez avec une différence extrêmement réduite, c'est uniquement cette partie-là qui vous fait la différence entre le cycle de Carnot et votre cycle de Rankine idéal. Et c'est pour ça que potentiellement, le Rankine, il a un rendement qui est excellent, qui a vraiment une efficacité plutôt. Donc par rapport à Carnot, son rendement par rapport à Carnot est excellent. On fera les calculs après, vous allez voir que quand on compare avec le Carnot entre les deux niveaux de température, on peut même le faire sur une centrale nucléaire, vous allez voir qu'à la fin, le rendement qu'on obtient, il est exceptionnel. C'est des machines avec une efficacité qui est inégalée, clairement. Et la première raison, c'est que thermodynamiquement, on est très proche du rendement de Carnot. Donc ensuite, à quoi ça correspond en pratique? Donc je vous l'ai fait, mais avec le vrai diagramme de l'eau. Je rajoute juste le fait que, évidemment, votre détente, elle n'est pas isentropique. Il va y avoir du frottement, parce que votre fluide, en fait, à l'intérieur de la turbine, il va frotter un petit peu, donc il va perdre un tout petit peu d'énergie cinétique. Il peut y avoir ce qu'on appelle aussi, on essaie d'éviter, mais des phénomènes de laminage, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre vapeur qui va commencer à se liquéfier à certains endroits, donc ça, automatiquement, c'est de la perte. Votre échange, il y a un échange de chaleur, hein, le corps turbine, il n'est pas parfaitement isolé, il y a forcément un échange de chaleur. Donc votre détente, elle n'est pas isentropique. Elle va avoir une légère production d'entropie. Ça se traduit comment? Eh bien, ici, entre le point 4 isentropique et le point 4, vous allez vous décoller un petit peu, vous allez vous décaler un peu vers la droite. Et du coup, ce n'est pas nécessairement négatif. Vous avez effectivement une légère perte de puissance. Alors on verra sur le diagramme enthalpique, ça sera plus clair. Vous avez une légère perte de puissance. Par contre, elle se traduit par une augmentation du titre vapeur. C'est-à-dire que vous avez une vapeur qui est un peu plus sèche, donc vous avez moins de gouttelettes de liquide et donc potentiellement moins de problèmes. On reviendra dessus quand on fera la partie applicative. Comment ça se traduit sur un diagramme enthalpique? Alors celui-là, il faut le comprendre un peu différemment, il ne donne pas les mêmes informations. Là, la différence entre le point 1 et 2, c'est très clair. Entre 1 et 2, c'est la pompe. D'accord? Donc on prend le liquide et on le comprime. Et effectivement, on voit qu'entre le point 1 et 2 ici, on augmente très nettement la pression du liquide. Ce qui, en énergie, ne nous coûte rien. D'accord? Regardez un peu, c'est un truc purement vertical, il n'y a quasiment pas de variation d'enthalpie, exactement pour les mêmes raisons, c'est qu'on n'augmente pas l'énergie thermique d'un liquide en le comprimant. On va juste augmenter son énergie mécanique, mais comme lui, il n'est pas compressible, tu n'auras pas poussé comme lui, il s'en fout, hein, tu peux lui taper dessus, de toute façon, il n'est pas compressible, il s'en fout. Donc on augmente sa pression, et une fois qu'on a augmenté sa pression, là on va vraiment augmenter son énergie interne, donc son enthalpie en apportant de la chaleur. Et du coup on a la première phase de réchauffage, pareil, la casserole d'eau, vous la faites chauffer, hop, vous atteignez le point d'ébullition. Ensuite vous faites bouillir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de liquide dans votre casserole, là vous avez de la vapeur. Et en fait ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez la détendre. Et ce que vous allez récupérer en énergie, eh bien, c'est la différence horizontale entre le point 3 et le point 4. Ça, c'est ce que va récupérer potentiellement votre turbine. Et du coup, le rendement de votre installation, le rendement brut, ça va être la quantité de travail que vous allez produire sur la quantité de chaleur qui a été absorbée. La quantité de travail, c'est la largeur ici que vous avez entre les points 3 et le point 4. La quantité de chaleur, c'est entre le point 2 et le point 3. Je reviendrai sur les applications. Alors, juste pour que vous voyez un schéma, ça, c'est un cycle à vapeur, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Là, on a pris l'exemple d'une centrale à flamme, mais c'est pas très très loin. Je vous montrerai des schémas avec des centrales nucléaires, c'est assez proche de ça. Donc, ici, vous avez ce qui correspond au faisceau de tube. Donc en fait, vous avez votre bâche, alors ce qu'on peut appeler aussi un ballon, c'est là où vous avez votre réserve de liquide. Donc le liquide, il descend ici, il circule là, il rentre dans les tubes. Donc en gros, vous avez du liquide qui rentre dans des tubes verticaux. À l'extérieur, vous avez un volume qui est très chaud parce que c'est les flammes de la combustion. Et puis automatiquement, la chaleur est absorbée par le liquide. Maintenant, vous comprenez comment ça fonctionne. Hop, vous faites de la vapeur. Et du coup, vous allez produire de la vapeur. Donc la vapeur, généralement, elle est injectée sur la partie supérieure du ballon. Après, il peut y avoir des systèmes plus compliqués. Là, c'est un peu simplifié, mais c'est pour comprendre. Et du coup, cette vapeur-là, hop, elle part dans la turbine. Donc la partie T ici, c'est ce qui correspond bel et bien à la turbine qui va produire le travail. Donc là, vous allez avoir une variation d'enthalpie. Vous allez récupérer cette variation d'enthalpie. C'est la puissance mécanique produite. Donc ça part sur l'arbre, sur l'alternateur. Ensuite, la partie ici qui est partiellement liquide, vous allez la renvoyer dans le condenseur. Donc là, l'idée, c'est qu'à partir de ce condenseur, vous allez produire uniquement du liquide.
purement liquide. Et puis de ce purement liquide, vous allez recondenser et passer dans la pompe. Alors, un petit détail, les notations qui sont ici ne sont pas les mêmes que celles que j'ai utilisées avant, je viens de m'en rendre compte, je suis désolé. Ici, la pompe se trouve entre les points 3 et 4. Dans mes explications précédentes, la pompe se trouvait entre les points 1 et 2. Il faudrait que je refasse le schéma. Et puis moi, j'avais noté la détente entre 3 et 4, alors que là, c'est entre 1 et 2. Les sujets de TD seront plus cohérents, vous inquiétez pas. C'est juste que là, j'ai un peu copié-collé l'image parce que je la trouvais assez jolie. Bref, donc là, vous avez ce qui correspond à votre... Dans une centrale nucléaire, c'est ce qu'on appelle le circuit secondaire. C'est la vapeur qui produit le travail. Et puis ensuite, il faut vous connecter évidemment à une source froide pour arriver à rejeter la chaleur. À quoi ça sert de rejeter la chaleur? Ça sert à produire du fluide de travail uniquement sous forme liquide. Pourquoi? Parce que vous compressez un liquide. Quand vous compressez un liquide, ça vous coûte rien. Ordre de grandeur, dans une centrale nucléaire dont la puissance de sortie est de l'ordre de 1000 mégawatts, 1000 mégawatts, l'ordre de grandeur de la consommation de la pompe, c'est de 1 à 2 mégawatts. Vous utilisez 1 à 2 pour comprimer, vous récupérez 1000 à la détente. Ça va aller? Bon. Donc ça, c'est ce qui correspond à un fonctionnement avec un cycle simple. À quoi ressemble la turbine? Je vais passer assez vite là-dessus parce qu'encore une fois, le mode de fonctionnement des turbines, ça nécessite de rentrer dans la théorie des turbomachines et c'est carrément pas jouable pour nous. On retient juste cette histoire de montage en diabolo. Donc ça signifie quoi? Que vous allez injecter la vapeur ici au milieu, au niveau du bonhomme là. Donc vous injectez la vapeur et en fait la vapeur va se détendre progressivement dans un sens et dans l'autre. En gros, vous allez pousser dans les deux sens opposés. En fait, la vapeur, elle part, si je suis en face de la caméra, comme ça dans deux directions opposées. Ce qui fait qu'en fait, vous allez compenser l'effort axial. Donc le gros intérêt des turbines à vapeur, comme ça, c'est que du coup, donc vous allez faire tourner votre turbine et vous allez produire de la puissance. Et en fait, vous allez produire de la puissance, mais sans créer d'effort axial. Parce que tout cet effort-là, il est en fait compensé parce que vous poussez dans les deux directions de façon parfaitement symétrique. Et ensuite, on verra dans les schémas que, en fonction du niveau de pression par rapport à la sortie du générateur de vapeur, on a les HP haute pression, les MP moyenne pression et les BP basse pression. Je sais, je vais un peu vite, mais on aura l'occasion de revenir dessus, vous inquiétez pas. Alors à quoi ça ressemble en pratique? Ceci est un schéma simple d'installation, c'est un des plus simples qu'on peut trouver. C'est vraiment simple, j'exagère pas, hein. Un vrai schéma complet avec tous les câblages, tous les soutirages, pas câblage, hein, juste fluide. C'est d'une complexité, c'est incroyable. En tout cas, nous, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez ce qui correspond. Alors l'économiseur, c'est encore autre chose, donc ça, pour le coup, je ne vais pas forcément revenir dessus. Enfin, quoique ça dépend du contexte, mais normalement, c'est aussi synonyme de réchauffeur. Euh, c'est le réchauffeur qui se trouve avant la pompe. Bon, c'est un détail. Bref, vous avez votre réservoir de générateur de vapeur. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que toute cette partie-là, vous vous retrouvez avec une production de vapeur d'eau. Alors là, en l'occurrence, c'est surchauffé. Je vous montrerai après à quoi ça correspond. Et surtout, ce qu'on retient, c'est que vous avez des turbines HP. Qu'en sortie de turbine HP, vous avez la possibilité de resurchauffer. Vous passez dans du MP. Et c'est surtout, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en sortie de la turbine moyenne pression, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous balancer dans différentes corps turbines différents. Et ils sont tous montés en diabolo. On les représente comme ça parce que c'est du montage en diabolo qui, encore une fois, permet d'éviter ce qui correspond aux efforts axiaux qui sont créés sur l'arbre, qui sont toujours un peu problématiques à gérer. Mais voilà, retenez que ce truc-là, c'est une centrale simple. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça l'est. À quoi ça ressemble en vrai? Donc voilà la tronche que ça peut avoir. Je crois que c'est une centrale nucléaire américaine. Je ne suis pas certain, mais je pense que c'est ça. En tout cas, ce qu'on retient ici, c'est déjà la taille des tuyaux. Alors pourquoi les tuyaux sont si gros? Parce que c'est de la vapeur. Vous avez de très gros débits. On calculera en TD les débits massiques qu'on a. Et quand vous avez un débit massique qui est associé à une densité faible, bah, automatiquement vous avez un débit volumique qui est énorme. Et du coup, pour que vos vitesses soient relativement raisonnables et que vous n'ayez pas de perte de charge démentielle, vous avez des très gros tubes. Des tubes qui sont énormes. Voilà, donc c'est typiquement ça. Et là, ce qu'on voit, c'est ce qui correspond en fait à une extraction de vapeur, probablement d'une sortie de turbine MP. Et de cette MP, ensuite, vous avez trois corps BP. Donc en fait, les montages en diabolo, ils sont montés dans ces espèces de caissons orange là. Et normalement, tout est monté sur la même ligne d'arbre. Donc tout est synchronisé, évidemment. Tout est monté sur la même ligne d'arbre. Et cette ligne d'arbre, elle tourne à une vitesse de rotation qui correspond à la vitesse de synchronisation qui permet de produire le courant à la fréquence voulue sur le réseau. Donc elle est fixée par les électrotechniciens. Donc là, encore une fois, c'est votre cours de machine tournante. On vous explique comment est-ce qu'on dimensionne ce genre de système. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un tout petit peu les choses? Je reviendrai dessus en TD, je vais juste en dire quelques mots très brefs. On peut surchauffer la vapeur, c'est-à-dire que au lieu de sortir en vapeur saturée, en pratique on le fait quasiment jamais, sauf sur les ORC, ce qu'on fait en pratique avec de la vapeur d'eau, c'est qu'on surchauffe un peu. On augmente un peu la température. Donc à la fin de la phase de vaporisation,
on va rajouter de la chaleur sensible pour augmenter un peu la température. Et en fait, en augmentant la température, on se rend compte qu'on arrive à augmenter le rendement de l'ensemble du système. Donc sur un diagramme ici TS, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir entre 3 et 4, vous avez ce qui correspond en fait à votre bâche. Donc là, il est un peu à votre pompe, il est un peu exagéré, hein, parce qu'en fait les écarts, c'est juste schématique. Mais on a une augmentation ici qui correspond, soit peut-être un premier réchauffage, c'est peut-être un économiseur. Bref, on chauffe ici jusqu'à ce qu'on obtienne le point de saturation au point 5. Au point 5, on vaporise. Et maintenant, on ne détend pas directement, on surchauffe un peu. On profite de niveaux de température élevés. Donc ça, c'est clairement pas une centrale nucléaire, parce que là, vous avez votre fin de surchauffe, elle est entre 450 et 500 degrés. C'est des niveaux de température qu'on ne peut pas atteindre dans une centrale nucléaire. Donc ça, c'est une centrale à flamme. Donc charbon, fioul, ce genre de truc. On obtient cette vapeur surchauffée, et cette vapeur surchauffée, ensuite, entre 1 et 2, on la détend dans la turbine. Et là, on produit du travail. Et en fait, on augmente, c'est là que c'est un peu... On augmente le rendement, mais en fait, on baisse l'efficacité. C'est-à-dire qu'on augmente le rendement thermique parce qu'on récupère plus par rapport à la quantité de chaleur. Sauf que comme le cycle de Carnot, c'est le grand carré qui est ici, en fait on s'éloigne du Carnot et du coup on perd un petit peu en efficacité, même si dans ce cas-là c'est pas nécessairement très problématique. Donc encore une fois, cette partie-là des explications, l'idée c'est pas de vous faire comprendre parfaitement comment ça fonctionne, c'est juste de vous donner quelques illustrations du lien qu'il y a entre le mode de fonctionnement de ces machines-là et la partie physique fondamentale qui est liée aux équilibres hétérogènes. C'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre la suite des choses. Donc à quoi ça ressemble? Ensuite, on peut faire une résurchauffe. Alors là, c'est encore une amélioration supplémentaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on détend une première fois. Donc ici, entre 1 et 2, on a une première turbine HP. Et en fait, en détendant une première fois, on reprend le fluide, généralement de la vapeur sèche, en sortie de la première turbine, et on le réchauffe une fois. Et on le rebalance dans une deuxième turbine. Alors là, c'est mal dessiné parce qu'en règle générale, si vous voulez obtenir une surchauffe, il faut être à haute température et du coup, ça se trouve plutôt vers le bas. Donc normalement, il faudrait inverser, mais c'était pour simplifier le dessin du système. Je vous montrerai peut-être quelques schémas un peu plus précis. Évidemment, tout le reste de la machine, c'est exactement la même chose. À quoi ça ressemble au niveau du cycle? Eh bien, pareil, vous avez votre pompage, chauffage, attends, il est là, évaporation, enfin chauffage jusqu'à obtenir la premier niveau de température. Donc là, on fait une détente partielle dans une première turbine HP. Cette sortie détente, on la réchauffe, donc dans le réchauffeur, et dans le resurchauffeur, pardon, et dans ce resurchauffeur, on redétend une deuxième fois pour arriver à reproduire du travail. Donc là, on augmente encore le rendement tout en baissant l'efficacité un petit peu. Voilà. Donc j'ai quasiment terminé avec ça. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est en gros comment ça fonctionne ce diagramme de phase. Il faut que vous soyez capable de vous repérer sur un diagramme de phase. Il faut absolument à terme que vous sachiez utiliser un diagramme enthalpique tel que celui-ci. Il faut arriver à se repérer, il faut arriver à savoir le lire. Moi, ce que je fais parfois en examen, c'est que j'envoie ce type de diagramme pré-rempli, avec les bons niveaux de température, les bons niveaux de pression, et ensuite c'est à vous de vous débrouiller pour savoir où lire, pour arriver à décrire et à faire votre calcul correctement. Et ça, c'est vraiment important de savoir maîtriser ce genre de choses. Donc, on part des fluides purs. Les fluides purs, ils n'ont pour une température qu'une seule pression de saturation. Donc quand ils changent de phase à une température, ça correspond à une seule pression. Ça c'est important parce que ça va influencer le dimensionnement de ce type de machine. N'oubliez pas, pression, c'est les épaisseurs des tubes, hein, typiquement. Ensuite, on utilise les changements de phase de ce fluide-là. Pour quelle raison? C'est parce que dans les cycles moteurs, on va consommer beaucoup moins à la compression qu'on ne va récupérer à la détente. La différence entre les deux, comme c'est un fluide pur, eh ben, en plus ça correspond à des échanges de chaleur qui sont isothermes, et du coup on se retrouve avec un cycle qui est très efficace, avec un rendement qui est bon. On peut encore augmenter le rendement, même si ça se traduit parfois par une décroissance d'efficacité, en ajoutant des améliorations techniques que sont la surchauffe, la résurchauffe. Après, je n'ai pas parlé de soutirage, on pourrait encore parler de soutirage, il y a toute une technique. Donc là, c'est quasiment un cours à part, hein. On pourrait pratiquement faire 20 ou 30 heures sur les turbines à vapeur, on n'aurait pas encore fait le tour. Évidemment, c'est un aspect que je passe très très vite là-dessus. On aura un TD sur les turbines à vapeur. Et vous verrez juste après, je basculerai sur le cours de réfrigération. Donc on fera des machines frigo et des pompes à chaleur. Et vous verrez que les principes physiques est exactement le même, que les diagrammes thermodynamiques sont les mêmes. Voilà, j'ai fini pour ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci à tous.